Et moi je vous propose de vous raconter l'histoire de Quentin. À ce moment-là de sa vie, Quentin nous raconte que tout va pour le mieux, à part un détail. Ça fait plusieurs années que notre ami travaille dans une agence de développement. C'est en gros une entreprise qui développe des logiciels, des outils pour les autres entreprises. Et Quentin, lui, son rôle, c'est d'être développeur. Par rapport à ça, en soi, il n'y a aucun souci. Quentin, il adore les études qu'il a réalisées pour arriver jusqu'ici. Son travail, il l'adore également. Mais là où ça pose un petit peu problème, c'est au niveau de la boîte. Effectivement, durant les premiers mois, les premières années de sa carrière, tout se passait très bien. Mais depuis environ 6 mois, c'est un nouveau manager qui est arrivé dans l'entreprise. Et depuis ce jour-là, des tensions ont commencé à être créées. En gros, ça fait juste 6 mois que Quentin n'a plus de vie. Il passe ses jours et ses week-ends au travail à développer des logiciels. Il n'a carrément plus de vie de famille parce que oui, il est en couple, il vit avec sa copine dans un superbe appartement. Mais ça ne change pas le fait qu'aujourd'hui, il passe ses journées et ses nuits dans son entreprise. Ça, il nous raconte que ça commence un petit peu à le déranger. Mais pendant 3 mois, on n'a plus de nouvelles de notre ami Quentin. Un fameux jour, lorsque l'histoire recommence, il nous indique que durant les 3 derniers mois, donc ceux où on n'a pas eu de nouvelles, eh bien, tout s'est un petit peu apaisé. Visiblement, le nouveau manager a commencé à comprendre que l'équipe était au bord du burn-out. Il a compris aussi que surmener ses employés, les surcharger à leur demander des comptes et des rendus tous les jours, c'est franchement pas le bon truc. Donc, Quentin, depuis 3 mois, il revit. Il y a un petit détail que je vous ai épargné, mais vous verrez, il a quand même son importance. C'est que durant les premiers mois de sa carrière, Quentin, je vous ai dit que tout allait bien dans sa boîte, ça a pas toujours été le cas. Il y a eu quelques tensions avec certains employés, pas forcément entre Quentin et un employé, mais entre tout le monde. Mais bon, tout ça, ça a duré quelques semaines et ensuite, ça s'est apaisé. Un jour, Quentin prend le métro, il se rend au travail. Après 40 minutes de trajet, il arrive enfin au bureau, il prend sa place, il déballe ses affaires. Il se met devant l'ordi, il commence à travailler, mais 1 heure après, son chef vient le voir. Il lui demande gentiment, Quentin, est-ce que tu pourrais passer dans mon bureau d'ici 20 minutes? Il faudrait qu'on discute d'un truc, mais tu verras, c'est pas une mauvaise nouvelle, au contraire, c'est une très bonne chose. D'un côté, il est un petit peu rassuré, il sait qu'il ne va probablement pas se faire virer, parce que ça fout toujours un petit peu les boules quand votre chef vient puis qu'il vous dit « Tu peux venir dans mon bureau dans 20 minutes ?» Donc là, ça va. Quentin, il sait que c'est probablement une bonne nouvelle qui l'attend, il termine un petit truc et il se rend dans le bureau du chef. Là, son patron lui dit « Bah écoute, assieds-toi, est-ce que tu veux un café ?» Quentin accepte, les deux hommes commencent à discuter, et effectivement, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, oui et non, moi je considère ça un petit peu comme un cadeau empoisonné. Enfin, ça dépend l'angle dans lequel on le prend. Là, son chef lui dit « Écoute Quentin, on est extrêmement content, on vient de signer un très gros contrat avec un très gros client, vraiment, on n'aurait pas pu espérer mieux. Et après avoir discuté avec les différents chefs d'équipe, eh bien, on a tous soumis l'idée que tu deviennes le chef de projet. Quentin, à la base, c'est un développeur, il ne dirige pas de projet. Et là, on lui offre la possibilité de devenir le chef de projet pour un très gros client. C'est quand même assez bien et des grosses responsabilités. Mais le chef n'a pas terminé son discours, il lui dit il y a 2 possibilités. La première, c'est que tu deviennes le développeur qui gère tous les autres développeurs, ou alors que tu deviennes le chef de projet, donc encore au-dessus, qui dirige tous les développeurs et le chef des développeurs. Donc en gros, c'est toi qui es directement en lien avec le client. Sauf que si tu fais ça, il y a 2-3 contraintes qu'il faut prendre en compte. La première, c'est qu'il faut extrêmement bien parler anglais, pouvoir s'exprimer d'un point de vue business, parce que là, tu vas quand même être en frontal avec le client. Si tu fais des bêtises, on perd le deal. Et la deuxième contrainte, et c'est pas la moindre, c'est qu'il faut bouger à l'étranger. Bon, le premier point, c'est pas vraiment une contrainte pour Quentin, il parle très bien anglais, et ce depuis qu'il est tout petit, donc franchement, ça va. Par contre, le deuxième, le fait de bouger à l'étranger, ça le fait un tout petit peu flipper. Il dit à son chef, ok, mais il faut bouger où? Est-ce que c'est en Suisse, en Allemagne, en Espagne, ou c'est juste à côté? Ou est-ce que c'est à l'autre bout du monde? Là, son chef lui dit « Non, malheureusement, ce n'est pas au niveau de la Suisse, de l'Espagne ou de l'Allemagne. C'est dans les Émirats. » Là, Quentin, il se dit « D'un côté, j'ai toujours voulu visiter les Émirats. Par contre, je me vois pas déménager sans ma copine ou avec, parce que je voudrais pas lui faire perdre son travail ici, c'est quand même un changement de vie. Hein. » Dans sa tête, il y a une petite réflexion qui est menée pendant quelques secondes, mais ça va relativement vite. Et à un moment, il dit à son chef, écoute, la proposition est juste incroyable. Je vous remercie du fond du cœur de me faire autant confiance, de là à me mettre chef de projet pour un client international. Ça montre que vous me faites confiance, vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Par contre, je me vois mal déménager aux Émirats avec ma copine, sachant que je n'y suis jamais allé, donc je peux pas vous dire si j'aime ou pas. Par contre, je suis extrêmement intéressé à être le chef des développeurs, entre guillemets. Comme ça, moi, je peux rester ici. D'un côté, je fais ce que j'aime et ce dont je suis capable de faire. Et son chef lui dit, bah écoute, il y a aucun problème, tu peux sans autre être le chef des développeurs, ça nous ferait même plaisir que tu le sois. On trouvera forcément quelqu'un qui peut être le chef de projet et qui serait intéressé à partir aux Émirats. Nous, l'essentiel, c'est que tu aies du plaisir à faire ce que tu fais, et voilà, si tu préfères rester ici, il n'y a aucun problème.
Mes amis, petite parenthèse, dites-moi si vous êtes déjà allé dans les Émirats, que ce soit Abu Dhabi, Dubaï, etc. Et si vous êtes déjà allé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ces endroits. Personnellement, bon, c'était un petit peu biaisé dans mon cas, je vais pas rentrer dans les détails, mais Dubaï, franchement, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé être au soleil, être au chaud. Bien évidemment, il y a aussi d'autres côtés problématiques. Mais d'un point de vue full tourisme, climat, etc., moi j'ai bien aimé. C'est un endroit, personnellement, où je me verrais bien aller faire 1 mois, 2 mois, 3 mois pour voir un petit peu à quoi ressemble la vie là-bas. Même si évidemment, dans les grandes villes, Dubaï, Abu Dhabi, etc., ça représente pas du tout la vie des locaux. Ça, on est d'accord. Bref, notre ami Quentin sort de cette pseudo-réunion. Il est super content, il envoie carrément un message à sa copine pour lui annoncer la nouvelle. Très vite, elle lui répond, elle lui dit qu'elle est super fière de lui, et ça le booste pendant toute la journée. Bon, à la fin de celle-ci, Quentin nous raconte qu'il reprend le métro, il rentre chez lui, et arrivé à la maison, sa copine lui a prévu une petite surprise. Lui, qui sur le passage venait de faire des courses pour le repas de ce soir, malheureusement il peut se les mettre où je pense. Pourquoi? Parce que sa copine l'invite au restaurant. Et oui, une nouvelle comme ça se fête, c'est pas tous les jours qu'on a une sorte de promotion comme ça. Elle lui dit, t'as 15 minutes pour te préparer, on prend un taxi et on file tout droit vers le restaurant. Là, les deux amoureux passent une excellente soirée, vraiment c'est un cadre idyllique. Ils rentrent à la maison, ils terminent la soirée et ils finissent par s'endormir. Bon, après cette bonne nouvelle, nous, de notre côté, on n'a plus de nouvelles. L'histoire continue 2 mois après, lorsque le fameux projet peut enfin commencer. Pendant les premiers jours, il nous raconte que voilà, ça va, c'est quand même une grosse responsabilité, il y a beaucoup de travail. On passe de gérer du code à gérer des employés, c'est très différent, hein. Souvent l'humain est beaucoup plus compliqué que de gérer du code, parce qu'il y a toute la partie émotionnelle, comportement, etc. Mais un fameux jour, Quentin nous raconte qu'il se rend au travail. Arrivé sur place, il déballe ses affaires et son chef revient vers lui. Cette fois-ci, c'est pas pour lui annoncer une bonne nouvelle comme la dernière fois. Il lui dit, écoute Quentin, il faudrait qu'on avance un petit peu plus vite sur le projet, le client a des exigences toujours plus élevées. Quentin dit, ok, bon, on va essayer de faire au mieux, je vais essayer de voir avec les développeurs où on en est, et je te fais un compte-rendu. Son chef lui dit, regarde directement avec le chef de projet, vous vous mettez d'accord, et puis ensuite, on fait une réunion les 3. Pas de souci, Quentin planifie une réunion avec ses développeurs, et à partir de ce jour-là, ils mettent le paquet. Et vient le jour où Quentin doit prendre tous les travaux réalisés par les développeurs et les mettre ensemble. Mais bon, Quentin, sur ce coup-là, il a été un tout petit peu naïf, parce qu'il pensait que mettre tous les travaux ensemble de ses développeurs, donc ils sont presque une dizaine, il pensait que tout ça, ça allait prendre, allez, 3 heures maximum, sauf que il est arrivé à 7h30 au travail, actuellement il est toujours 20h30 et Quentin n'est pas prêt d'avoir fini. Sauf que, voilà, on pourrait se dire, ok, je continue demain, je ferme les trucs, je rentre à la maison, je profite de ma soirée et je reviens le lendemain. Sauf que, aujourd'hui ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, demain, il y a une deadline, il y a une échéance, on doit rendre quelque chose au client. Et comme je vous l'ai dit, lorsqu'il y a autant d'argent en jeu, on n'a pas le droit de décaler les délais. Donc, ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, Quentin va faire du 7h30, on ne sait pas, peut-être minuit, 3h du matin, aucune idée. Mais la seule chose dont on est sûr, c'est que sa soirée avec sa copine, il se la met où on pense. Il va être devant son ordinateur à coder. Pas jusqu'à ce que mort s'en suive, mais plutôt jusqu'à ce que fatigue s'en suive. Vraiment, il n'a pas le choix. Il doit terminer ça d'ici demain matin. Bon, là, notre ami, il est un petit peu embêté. De 1, parce que ça le fait royalement chier. Et de 2, il n'a tout simplement pas prévu de quoi manger. Il se dit, bon, pendant 30 minutes, je travaille et ensuite je vais aller chercher quelque chose à manger, je vais marcher, ça va me faire un petit peu sortir. C'est exactement ce qu'il fait. 30 minutes plus tard, il descend les escaliers du bâtiment, il sort. Et ce qui est très important de préciser, c'est que les portes d'accès au bâtiment sont sécurisées par un système de badge. Retenez bien ça. Bon, Quentin, il gambade dans les rues, il essaye de trouver un restaurant ou un truc à emporter. À un moment, il trouve bonheur, il commande, il retourne en direction du travail et il déverrouille la porte. À ce moment-là, celle-ci s'ouvre, il remet le badge dans sa poche et au même moment, quelqu'un dans la rue l'interpelle. Pas de panique, c'est tout simplement l'un de ses meilleurs amis. Qu'est-ce qu'il fout là? On n'en a aucune idée, les deux amis commencent à discuter. La discussion dure entre 5 et 10 minutes et à la fin de celle-ci, Quentin rentre dans le bâtiment. Il monte les différents étages et pour arriver dans l'open space, l'endroit dans lequel travaille Quentin, il y a une porte qu'il faut déverrouiller avec le badge. Sauf que Quentin, comme un bon flemmard, il l'a bloqué avec une poubelle, comme ça il n'a pas à ressortir son badge, vérifier, etc. Il rentre, il va à son bureau, il déballe sa nourriture et il commence à manger. 15 minutes après, il se remet au travail, il nous raconte qu'il n'en peut plus, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas le choix. Pendant 1 heure, il nous raconte qu'il travaille à fond, mais qu'il y a quand même un côté assez sympa. Il y a personne pour parler autour de vous, il n'y a personne qui vous embête, qui vient vous interrompre toutes les 5 minutes. Il est vraiment dans sa bulle, il n'y a pas un bruit dans l'entreprise, à part les bruits dans la rue, et ça a un côté un petit peu relaxant. Donc finalement, ça lui déplaît pas tant que ça. Il continue de coder et de travailler de façon acharnée, mais à un moment, il entend un gros bruit. Enfin, c'est un gros bruit oui et non.
C'est un bruit qui provient de l'entrée du bâtiment, comme si quelqu'un était entré et qu'il s'était pété la gueule juste devant la porte. Bon, Quentin, vu qu'il a un casque où il a une oreille qui écoute la musique et l'autre qui est libre, il enlève l'oreillette, il écoute ce qu'il se passe dans la cage d'escalier, et il n'entend pas grand-chose. Mais à un moment, il a bien la confirmation que quelqu'un est entré dans le bâtiment parce qu'il entend la porte d'entrée se verrouiller. Et mes amis, autant vous dire que quand cette porte elle se verrouille, il y a absolument tout le quartier, voire toute la commune ou même toute la ville qui est au courant tellement ça fait un bordel pas possible. Donc là, il n'y a pas de doute, quelqu'un est entré dans le bâtiment. Sauf que à ce moment-là, il est 22-23 heures. Qui d'autre que ce clown de Quentin est censé être dans le bâtiment en train de travailler à cette heure-là? Personne. Les employés chargés du ménage, ils ne font pas ça aujourd'hui, donc c'est un petit peu bizarre. Il se lève, et vous vous souvenez la porte qui mène à l'open space qu'il avait bloquée par une poubelle, actuellement elle l'est toujours, sauf que ce qu'il se dit, c'est ok, il y a quelqu'un qui est entré dans le bâtiment, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste sécuriser l'accès à l'open space, je vais enlever la poubelle, comme ça la porte se verrouille, et si une personne est autorisée à rentrer dedans, eh bien, elle a qu'à déverrouiller la porte, et tout va bien. Il se lève, il met un coup de pied dans la poubelle pour que celle-ci dégage et qu'elle laisse la porte se fermer. Il retourne à son bureau, il continue de travailler, mais soudain, l'ambiance change radicalement lorsqu'il entend une personne en train de chantonner dans la cage d'escalier. Au début, il n'y porte pas vraiment d'attention, sauf qu'à un moment, dans sa tête, il y a une sorte de déclic. Cette voix, il la connaît très bien, et au moment où il se rend compte de qui il s'agit, il se lève brusquement de sa chaise, il fonce en direction de la porte qu'il vient de verrouiller, il tend l'oreille pour écouter ce qui se passe derrière, et là, la voix se rapproche de plus en plus. Sauf que cette voix-là, dans la chanson, elle dit le prénom Quentin, où es-tu? Mais d'une façon extrêmement glauque, comme si c'était quelqu'un qui cherchait Quentin pour lui faire du mal. Là, il sait exactement ce qui était en train de se passer et je vous le raconterai après. Mais il n'a pas le temps de faire des grandes stratégies ou de trouver des solutions dans sa tête. La première chose qu'il fait, c'est qu'il prend une table de réunion, il la tire vers la porte, il la retourne pour que ça la bloque, mais il voit très vite que ça ne va pas suffire. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de bloquer les pieds avec une chaise. Comme ça fait tout un système où la personne qui est derrière, si elle veut ouvrir la porte, il va falloir mettre pas mal de force. Là, il est terrorisé, il est terrifié, il ne sait pas quoi faire. Et mes amis, vous vous dites à ce moment-là, mais Melvin, c'est qui cette personne derrière la porte? Eh bien mes amis, cette personne, cet individu, ce n'est pas n'importe qui. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'au début de la carrière de Quentin, tout s'est bien passé, mais qu'il y a eu quelques petits accrochages avec des employés? Eh bien, pendant cette période, il y a un employé en particulier qui a été viré, et pendant les 2 mois qui ont suivi son licenciement, cette personne s'est mise à harceler Quentin et sa copine, parce que dans sa tête, Quentin était le responsable de son licenciement. C'est lui qui aurait dit au chef, il faut virer ce gars. Sauf que apparemment, bon, c'est la version de Quentin, mais ce n'est pas du tout le cas. Et les agissements du mec ont dépassé les limites, parce qu'il s'en est pris une fois physiquement à sa copine dans la rue. Il l'a déjà suivi plusieurs fois à la maison. Il leur a laissé des lettres anonymes, mais anonymes à moitié chez eux. Il a reçu plusieurs SMS qui sont très violents et très inquiétants. Et bien évidemment, lorsque ce gars a été licencié, l'entreprise a fait en sorte que son badge soit désactivé, qu'il n'ait plus aucun accès. Et d'ailleurs, Quentin à ce moment-là, tellement les agissements du mec allaient loin, eh bien ce qu'il a fait, c'est qu'il a porté plainte contre lui et il a obtenu une mesure d'éloignement. Mais en gros, ça veut dire que le gars n'a pas le droit de contacter Quentin ou même de s'approcher de lui. Donc autant vous dire que ce gars, il est très dangereux, on ne voudrait pas le croiser. Sauf que là, on est en pleine nuit, Quentin est seul dans le bâtiment, et ce mec est derrière la porte de son bureau. La question que Quentin est en train de se poser, c'est comment est-ce que ce mec a pu rentrer dans le bâtiment, sachant qu'il faut une carte, un badge qui permet de déverrouiller la porte d'entrée. Il se dit, je l'ai probablement mal fermé quand je suis entré, je vois pas d'autre explication. Mais lorsqu'il passe ses mains dans ses poches pour essayer de trouver son badge, il se rend compte qu'il n'est plus là. Quentin, à ce moment-là, il se dit, merde, mon badge est tombé de ma poche, ou je l'ai mal glissé dans ma poche. Il est passé derrière moi, il l'a pris, et là, il a accès à tout. À tout, oui, mais également à l'open space dans lequel se trouve Quentin. Ça veut dire que la personne s'approche gentiment de la porte d'entrée, mais qu'en un coup de badge, il y a accès. Heureusement, Quentin en amont, donc avant, il a pu bloquer la porte avec des tables et des chaises. On sait tout ce que ça vaut, un coup de pied et il n'y a plus rien. Donc là, Quentin, il est à quelques mètres de la porte, et à un moment, il entend le bruit du scanner de badge qui s'active. À ce moment-là, il y a un bip qui signifie que la porte a bien été déverrouillée. Tout devient encore plus flippant lorsque la voix derrière la porte demande à Quentin, « Quentin, tu sais, maintenant, on est les deux seuls dans le bâtiment. Pourquoi est-ce qu'on réglerait pas nos problèmes ici, comme 2 hommes ?» Il se met à ricaner, il y a un petit rire vraiment démoniaque. Quentin, il sait que si ce mec entre dans la pièce, il est fini, c'est la fin de sa vie. Il a vraiment super peur, et à ce moment-là, la porte s'ouvre. Sauf que, vu qu'il a fait une sorte de barrage de fortune, la personne ne peut pas directement entrer, elle commence à s'énerver, et là, Quentin, il sait.
Son barrage va tenir 30 secondes, 1 minute grand max, et une fois qu'il sera cassé, les deux hommes vont se retrouver nez à nez, et là, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas si cette personne est armée, ce qu'elle veut exactement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des antécédents qui montrent que ce gars, il a pas l'air très bien dans sa tête et que surtout, il a l'air dangereux. Donc, Quentin, la seule solution qu'il a à ce moment-là, et vous allez voir, je pense que c'est la bonne, c'est peut-être pas la plus optimale, mais c'est la seule solution. Il se rend vers une fenêtre, il l'ouvre, il se met sur le rebord, et là, il voit toute sa vie défiler. Il pense à sa copine, à ses parents, à ses frères et sœurs, à tous ses amis, à tous les bons moments qu'il a vécu dans sa tête, ça passe extrêmement vite. Il regarde le ciel une dernière fois, il fait un petit souffle, et il saute. Heureusement, et est-ce que c'est heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, son bureau se trouve au 2e étage, donc c'est pas comme si on était au 40e, mais quand même c'est très haut. En retombant sur le sol, Quentin ressent une vive douleur dans une jambe, et plus particulièrement dans le pied. Mais vu qu'il a sauté sur une sorte de petit carré d'herbe, il arrive à se relever, mais il comprend très vite qu'il ne va pas pouvoir courir comme Usain Bolt. Il sautille sur une jambe et il essaye de se barrer le plus loin possible et surtout de trouver l'aide d'un passant. Heureusement, à ce moment-là, après avoir sautillé pendant quelques mètres, il croise le chemin d'un homme d'environ 45-50 ans. Le gars comprend très vite que Quentin est en mauvais état. Il le prend avec lui et il s'éloigne. Là, Quentin explique tout à ce mec qui lui dit surtout « Appelez les flics ». Appelez une ambulance et ne laissez personne s'approcher de nous. Si vous voyez quelqu'un qui s'approche, vous le dégagez, vous le mettez par terre, vous lui faites un RKO, je ne sais pas, mais vous nous protégez. Très vite, les patrouilles arrivent sur place, une ambulance également, Quentin est pris en charge. Il est amené à l'hôpital le plus proche et après avoir effectué des radios pendant plusieurs heures, le verdict tombe, il a une énorme fracture au niveau de la jambe et les médecins ne comprennent pas comment est-ce qu'il ne s'est pas évanoui ou est-ce qu'il n'était pas par terre en train d'hurler à la mort. Parce que la fracture elle est quand même assez nette, enfin je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir un master là-dedans pour comprendre que sa jambe est cassée en deux. Et moi j'ai une théorie et je pense qu'il n'y a que ça d'explicable, c'est qu'il y avait tellement d'adrénaline dans son corps qu'il n'a juste pas ressenti la douleur. Moi ça m'est arrivé une fois, je m'étais ouvert le genou mais propre en ordre, hein, on voyait vraiment les couches différentes, la graisse, etc. Ça faisait un mal de chien, mais sur le moment, pendant 20 minutes, je n'ai rien senti. J'ai même pu continuer mon activité, je faisais de la trottinette à ce moment-là, et c'est qu'à un moment où j'ai quand même ressenti la douleur, que j'ai ouvert mon jeans, et là le genou il était dans un état... je préfère pas vous montrer. J'ai encore une cicatrice aujourd'hui, et elle me quittera jamais. Et bien là, pour Quentin, c'est exactement la même chose, sa jambe est brisée, mais il a eu le courage et la force surnaturelle de sautiller sur son autre jambe qui était plus ou moins intacte, de trouver de l'aide et d'être pris en charge. Bon, maintenant ce qui nous rassure, nous, c'est que les policiers ont pu interpeller l'homme en flagrant délit, parce que oui, c'était bel et bien ce mec qui a été viré, qui était dans les bureaux, et la théorie de Quentin était la bonne. En fait, lorsqu'il est parti chercher à manger et qu'il est revenu dans le bureau, et qu'il a croisé son pote pour discuter, au moment de remettre la carte dans sa poche, il l'a tout simplement mal insérée, et elle est tombée par terre sans qu'il s'en rende compte. Le gars, apparemment, ça faisait plusieurs jours qu'il squattait un petit peu les environs pour voir si Quentin était là. Là, il a vu qu'il était dans le bureau, il s'est approché de la porte, il a trouvé cette carte par terre, donc ça donne la clé à absolument toutes les salles, et apparemment, selon la police, ses intentions, c'est bien celles qu'on pense. Il voulait en découdre avec Quentin, et je pense sincèrement que si les deux s'étaient retrouvés nez à nez, notre ami n'aurait pas été là aujourd'hui pour nous raconter son histoire. L'essentiel, c'est que Quentin aujourd'hui, il est bien, il se soit remis de tout ça, ça a pris des mois et des mois pour remettre sa jambe en état, et ce, non sans peine, il a vraiment eu mal pendant des mois, c'était juste atroce. Il a eu un petit peu de peine à retourner au travail, surtout de rester seul dans un bureau, que ce soit en journée ou en soirée. Ça, plus jamais, mais en tout cas, aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Concernant le mec, il a été interpellé, il a été jugé et mis en prison. Déjà pour les faits qu'il avait commis avant, et surtout pour s'en être pris physiquement aujourd'hui à Quentin. Tout est bien, qui finit bien, on espère que Quentin ne recroisera jamais la route de ce gars. Et la meilleure chose qu'on puisse lui souhaiter à lui et à sa copine, c'est d'être heureux, d'être en bonne santé et de ne plus jamais recroiser ce genre d'individu. Je vous propose d'éteindre la lumière et aujourd'hui, on part en direction de Culiacán, au Mexique. Alors, je vous montre un tout petit peu, l'histoire elle se passe pas directement à Culiacán, vous verrez que c'est un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, on retrouve notre amie Luna. À ce moment-là de sa vie, Luna, elle nous raconte que tout va bien, elle a un cercle d'amis qui est extrêmement cool, la santé est à son prime, vraiment, elle va tout bien. Niveau études, pour elle c'est terminé, c'est derrière, elle vient de décrocher son premier emploi. Elle nous indique qu'elle travaille dans les ressources humaines, elle a une très bonne équipe, enfin vraiment, il n'y a pas de point négatif à sa vie. Luna, elle nous explique aussi que c'est une grande adepte de voyage. Elle ne passe pas une semaine à la maison sans rien faire, dès qu'elle peut, dès qu'elle a du temps libre, elle se barre. Que ce soit dans son propre pays ou
ou à l'étranger. Dès qu'elle en a la possibilité, elle se taille. Et bien dans cette histoire, on va s'intéresser à cet aspect de voyage. Quelques mois après avoir commencé son premier emploi, Luna nous raconte qu'elle a envie de faire une petite pause. Je peux comprendre, c'est son premier travail, c'est la première fois qu'elle est dans le monde de l'emploi, qu'elle doit rendre des comptes à un patron. En plus de ça, on le sait, les domaines des ressources humaines, c'est un domaine qui peut être assez stressant, parce que parfois vous devez prendre des décisions qui sont un petit peu désagréables, un petit peu difficiles. Donc voilà, au bout de 6 mois, elle se dit, je vais faire une petite pause, je pose 2 semaines de vacances, et l'idée c'est que je parte. Luna, elle a une meilleure amie, elle nous raconte qu'elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites, vraiment depuis la naissance, elles se connaissent. Et Luna, à ce moment-là de l'histoire, elle se dit, mais en fait, je viens de réaliser un truc, c'est ma meilleure pote depuis toute petite, enfin vraiment c'est ma sœur, mais je ne suis jamais parti en vacances avec. Bon, ben merde, il faut qu'on rattrape ça, il faut qu'on rattrape le temps perdu. Elle prend donc son téléphone, elle envoie un message à sa pote, elle lui dit, est-ce que tu peux passer chez moi? J'aimerais discuter d'un projet avec toi. Sa meilleure pote, il lui en faut pas plus pour arriver chez elle quelques minutes plus tard. Les deux amies montent dans la chambre de Luna et elles commencent à discuter. Luna lui explique ses envies de partir à l'étranger avec elle et sa pote, il en faut très peu pour la motiver. Elle est chaud patate et elle lui dit, bah écoute, moi je suis super chaude. Où est-ce que tu veux partir? Là maintenant, la question, c'est de savoir quelle est la destination dans laquelle elles vont partir. Parce que oui, partir aux États-Unis, c'est pas la même chose que partir en Norvège. Et là, après une longue heure à regarder sur internet les potentielles destinations où il y a du soleil et où il fait chaud, les deux amies tombent sur le Mexique. C'est un pays qu'elles n'ont jamais visité, autant Luna que sa pote. Donc c'est le cocktail parfait pour passer un bon moment ensemble et découvrir de nouvelles choses. Et j'ai envie de vous dire, jusque-là, tout va bien et tout est normal. Si vous êtes allé au Mexique, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Dites-moi, vous, votre expérience, comment elle s'est passée. Vous verrez que Luna, c'est probablement un tout petit peu différent que vous. Et d'ailleurs, accrochez-vous bien, parce que la suite de l'histoire, vous n'êtes pas prêts. Bref, pendant plusieurs semaines, elle nous raconte qu'il n'y a pas grand-chose de spécial qui se passe, hormis le fait qu'elles ont réservé leur voyage, qu'apparemment elles vont séjourner dans une auberge de jeunesse. Pourquoi? Ben tout simplement parce que ça coûte moins cher, et surtout elles ont envie de rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit des locaux ou des étrangers, qui ont à peu près leur âge, et pourquoi pas sortir, faire la fête, etc. Et surtout, ben elles, leur objectif c'est de visiter énormément, de découvrir de nouvelles places, de nouvelles personnes, de nouvelles choses. Donc louer un hôtel à 4000 € la nuit, c'est pas le truc le plus raisonnable au monde. L'histoire recommence le fameux jour où les deux amis doivent se rendre à l'aéroport, prendre l'avion pour filer tout droit en direction du Mexique. La pote de Luna la rejoint chez elle, Luna termine sa valise de mettre 2-3 petits habits, et ensuite, c'est sa maman qui va les accompagner à l'aéroport. Une fois arrivées à l'aéroport, elles font toutes les procédures, les enregistrements, elles passent la sécurité. Tout se passe pour le mieux, et elles trouvent enfin la porte d'embarquement. Là, eh bien le voyage peut commencer, c'est vraiment le moment que je préfère, et d'ailleurs je veux vivre ça toute ma vie. C'est quand vous êtes dans un aéroport, et le seul souci que vous avez en tête, c'est de trouver la porte d'embarquement, de passer la sécurité, et de trouver un petit sandwich. Ça, mes amis, je vous jure, moi, dans ma vie, c'est mon but, vraiment, c'est de pouvoir vivre cette vie tout le long, de pouvoir voyager, découvrir de nouveaux lieux, vivre de nouvelles expériences, et accessoirement passer ma vie dans un aéroport. Bon, bah là, parfait, l'ambiance est excellente, les deux amis, au bout d'1 heure, rentrent dans l'avion, et le voyage peut commencer. Après de nombreuses heures de vol et de taxi, etc., elles arrivent enfin à Culiacán, au Mexique. Elles galèrent un petit peu à trouver leur auberge de jeunesse, mais finalement, c'est au bout d'1 heure qu'elles y parviennent. On leur indique leur chambre, elles défont leurs affaires, elles posent leurs valises, elles se préparent, et la première chose qu'elles font, c'est d'aller visiter les environs. Elles font une vingtaine de minutes de marche, elles voient qu'il y a une place avec plein de bars, plein de restaurants. Ça a l'air assez festif, en plus de ça, il fait super chaud, donc franchement, elles pensent qu'elles vont bien s'amuser. Ce soir, elles vont pas faire trop tard, en plus de ça, il y a le décalage horaire, elles viennent de se taper quelques heures d'avion, donc voilà, on n'est pas forcément dans les meilleures conditions possibles. Elles vont manger un petit truc dans un restaurant, elles font pas trop tard, elles rentrent à l'auberge, et elles vont dans leur chambre. Pendant la soirée, elles nous racontent qu'elles discutent, mais très vite, elles s'endorment parce qu'elles sont juste KO. Et le lendemain matin, avec le décalage horaire, elles se lèvent très tôt. Bon, bah j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça leur laisse encore plus de temps pour visiter les environs. C'est ce qu'elles font pendant toute la journée, et le soir, elles rentrent à l'auberge de jeunesse, elles se changent, elles se préparent pour pouvoir sortir sur la fameuse place. Là, à nouveau, elles vont au restaurant, elles prennent un bon petit repas. À la fin de celui-ci, elles se disent, bon, on va pas rentrer à l'auberge de jeunesse, on est là 2 semaines, on a quand même envie de profiter. En plus, la place a l'air vachement festive, il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de jeunes. On va bien s'amuser. Elles discutent, elles disent, bon bah écoute, je te propose qu'on prenne un petit dessert, à la fin, on va dans un de ces bars, et on se la colle. C'est exactement ce qu'il se passe, les deux amis
payent l'addition, elles sortent du restaurant, elles vont dans un bar. Et là, eh bien, pendant toute la soirée, elles s'amusent. Elles consomment 2-3 petites boissons, jusqu'à un moment où elles se font aborder par un groupe de personnes qui ne sont pas du Mexique. Elles le remarquent à l'accent, c'est pas un accent local. Elles discutent, c'est des garçons et des femmes qui ont leur âge. Ça match très bien, ils s'amusent beaucoup, ils font des petites blagues, ils discutent de sujets très profonds ou pas du tout. Enfin bref, la soirée est excellente. À un moment, le groupe de personnes s'agrandit parce qu'il y a des locaux, cette fois-ci, qui viennent se joindre à eux. À nouveau, c'est un mélange d'hommes et de femmes, et l'ambiance est vachement cool. Bon, vers 4-5 heures du matin, l'une des personnes locales propose à tout le groupe d'aller finir la soirée chez lui. Sauf que là, Luna et sa pote, elles sont juste KO, elles sont hyper fatiguées parce qu'il y a le décalage horaire, elles sont pas encore complètement remises. Elles lui disent, écoute, c'est très gentil de ta part, on serait venu avec grand plaisir, malheureusement, avec l'avion et tout, on est juste trop fatigué. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se donner nos Instagram, nos WhatsApp, comme ça, demain, on t'écrit, on refait une soirée et on va finir dans ta maison. Le mec est ravi, ils s'échangent leur numéro et leur contact, comme ça, demain, ils pourront s'organiser. Une fois que tout ça c'est fait, Luna et sa pote disent au revoir à tout le groupe, elles rentrent à l'auberge de jeunesse, et sur la route, vu qu'elles sont allées à pied, elles rencontrent 2-3 personnes un petit peu bizarres. On est au Mexique, je ne suis jamais allé, mais elles nous racontent que c'est différente chez nous. Dans le sens, dans la rue, c'est pas improbable de voir quelqu'un se balader avec une arme. Chez nous, généralement, enfin, en tout cas, moi où j'habite, il n'y a pas vraiment ça. Donc, ça les dépayse un petit peu, elles se sentent pas trop en sécurité, mais elles voient très vite que les gens n'en ont rien à secouer d'elles. Elles speedent quand même en direction de l'auberge de jeunesse, elles ne traînent pas. Elles arrivent dans leur chambre, elles se posent, elles discutent, et elles s'endorment. Le lendemain, c'est une journée un petit peu plus détente qui les attend, elles vont pas visiter toute la ville, elles vont faire quelques ruelles, etc. Et ce soir, elles savent déjà ce qu'elles vont faire, elles vont retourner au restaurant, et ensuite, elles enverront un message à ce gars pour continuer la soirée. C'est exactement ce qui se passe, à un moment, tout le monde se retrouve dans un bar, ils fêtent comme jamais. Vraiment, ils y vont de façon assez forte, et arrive enfin, 3-4 heures du matin, quand la personne dit, bon écoutez, on a bien rigolé, est-ce que ça vous dit d'aller finir la soirée chez moi? Tout le monde dans le groupe est parfaitement d'accord, ils prennent quelques voitures et ils se rendent tout droit en direction de cette fameuse maison. Et là vous me direz, est-ce que c'était une bonne idée? On verra. Arrivé dans la maison, ce n'est même plus une maison, c'est carrément un palais. C'est une demeure juste gigantesque, il y a une piscine qui fait des mètres et des mètres et des mètres, il y a des statues dans le jardin, il y a des cocotiers, enfin vraiment c'est un truc de fou. Et là, Luna et sa pote n'en croient pas leurs yeux, elles se disent, mais attends, c'est incroyable. Très vite, les personnes qui les accueillent leur proposent à boire, leur proposent à manger. Elles sont extrêmement conviviales, extrêmement accueillantes et tout se passe à merveille. À ce moment-là, Luna et sa pote boivent tellement qu'elles perdent complètement le contrôle de leur esprit. C'est-à-dire, tout simplement, elles ne se souviennent plus de rien. Le moment où elles reprennent conscience, c'est pas le lendemain matin, c'est quelques heures plus tard, parce qu'il y a vraiment eu une période de blackout, ça veut dire qu'elles ne se souviennent plus de quelques heures. Mais malheureusement, elles ne se réveillent pas dans un lit, mais sur une chaise, et elles comprennent très vite, malgré le fait qu'elles aient encore de l'alcool dans le sang, que quelque chose ne tourne pas rond. Elles sont dans une pièce, toutes assises sur une chaise, les mains dans le dos attachées, et tous les membres du groupe sont là, à l'exception des personnes qui viennent de les accueillir. Là, l'ensemble du groupe se dit ça sent pas bon, il y a des personnes qui sont conscientes, il y a des personnes qui n'ont pas eu un blackout. Et quand Luna interroge une de ces personnes, elle lui dit mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Cette personne lui dit mes amis, je crois qu'on est extrêmement mal tombé, on n'aurait jamais dû suivre ces personnes, on ne les connaît pas, c'est dans un pays qui est quand même réputé pour être un petit peu plus violent que la moyenne, ou du moins certaines zones. Je crois que là on a fait de la merde. Pendant plusieurs heures, il n'y a rien qui se passe du tout. Ça veut dire que tout le monde est assis sur sa chaise, ils se regardent, ils peuvent discuter, mais il n'y a aucune interaction avec l'extérieur ou avec ces gens, donc les personnes qui les ont accueillis. À un moment, avec la fatigue, avec le stress, l'adrénaline, etc., les gens commencent un petit peu à s'endormir sur leur chaise, ou du moins à somnoler, lorsqu'à un moment, quelqu'un entre brutalement dans la pièce, et là, la confirmation que ça sent un petit peu le roussi, elle est là. Cette personne est armée, cagoulée, et elle n'est pas là pour jouer aux cartes. Lorsque le mec, qui est entré dans la pièce, se met à parler, Luna comprend très bien ce qu'il vient de dire. Et en gros, il vient d'expliquer que voilà, ces personnes ont été enlevées, et qu'il espère sincèrement que tout leur entourage, donc leur famille, sont extrêmement riches. Pourquoi? Eh bien c'est assez simple, ils les ont kidnappés pour pouvoir demander une rançon financière. Il leur dit, c'est très simple, chaque personne dans la pièce, on exige 500 000 $ en crypto-monnaie versée d'ici demain matin, donc dans quelques heures. Et si demain matin ce n'est pas fait, il y aura des conséquences. Bon, à partir de là, l'ambiance dans la pièce change radicalement. Tout le monde se met à flipper comme jamais parce qu'imaginez-vous, vous êtes à l'autre bout du monde, vous venez d'être kidnappé, on demande une rançon qui est juste impayable. Et on vous dit en plus de ça que si ce n'est pas payé d'ici quelques heures,
bah, probablement qu'il y aura des conséquences assez dramatiques. Donc, autant vous dire que si vous vous chiez dessus, c'est à peu près normal. Bon, maintenant, la question c'est, ok, vous demandez 500 000 $, mais comment est-ce que vous voulez qu'on contacte les familles pour pouvoir payer? Eh bien, les ravisseurs ont absolument tout prévu. Ils prennent le téléphone de chacun, ils leur disent, ben, saisis le contact de tes parents ou d'une famille. On leur fait un FaceTime, et s'ils répondent, tant mieux. S'ils répondent pas, tant pis. Donc, Luna voit toutes les personnes avant elle avoir un FaceTime avec leur famille, c'est juste catastrophique. Et vraiment, ça lui brise le cœur parce que non seulement la personne qui est ligotée et kidnappée, bah, elle est pas bien du tout, mais en plus de ça, la famille est à l'autre bout du monde, elle est en pleurs, enfin, c'est juste terrifiant à voir. Et arrive enfin le tour de Luna et de sa pote. Luna, au téléphone, ben, elle a ses parents en face d'elle, ils sont complètement paniqués. Ils sont tellement paniqués qu'elle n'arrive même pas à leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Et au moment où ceux-ci comprennent, eh bien, ils lui disent tout simplement, mais ma chérie, 500 000 €, c'est impayable, on ne peut tout simplement pas le faire. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est demander un crédit à une banque, mais spoil, ça ne passera jamais. On peut essayer de faire intervenir le gouvernement, mais ça va prendre des mois et des mois. Ça sera jamais là demain matin, et on n'a juste pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Bon, bah là, le ravisseur qui tient le téléphone raccroche. Ses parents, eux, de leur côté, sont en pleurs. Luna, elle est juste effondrée, elle est en larmes. Pour elle, c'est vite vu. Sa dernière heure arrive très prochainement. Vient autour de sa pote de devoir appeler ses parents, c'est le même scénario, les parents sont en pleurs, elle est effondrée. Et aussi, ils ne peuvent pas payer la rançon. Là, mes amis, vous allez voir que tout va monter en tension et en intensité. Parce qu'on arrive le lendemain matin, le délai qu'avaient imposé les ravisseurs pour payer la rançon, et malheureusement, il n'y a qu'une seule famille qui a payé. Et j'ai envie de dire, c'est déjà un bon chiffre, parce que 500 000 €, je suis pas sûr que beaucoup de personnes puissent les sortir comme ça. Bon, les ravisseurs, ils ont promis des conséquences lourdes, ils s'y tiennent. Et là, mes amis, ce qui va se passer est tout simplement atroce et inhumain. À un moment, il y a deux ravisseurs qui rentrent dans la pièce, ils choisissent deux personnes au hasard, et malheureusement, l'une d'elles est la meilleure pote de Luna. Quand elle voit qu'elle est choisie, Luna et sa pote, elles fondent en larmes, enfin vraiment, elles sont écroulées, elles se disent mais c'est les derniers moments qu'on a sur Terre, c'est la dernière fois que je vois une pseudo-lumière, que je vois des gens, parce que d'ici quelques toutes petites minutes, probablement que je ne serai plus de ce monde. L'un des ravisseurs ramène un très grand couteau, et je vais vous épargner les détails, mais à l'issue de ce qui s'est passé, dites-vous tout simplement que sur une de ses mains, la copine de Luna n'avait plus que 4 doigts. Je vous laisse imaginer, et je vous laisse aussi imaginer l'ambiance qui règne dans la salle, et ça ne s'arrête pas là, parce que le ravisseur prend le téléphone de Luna, il la refait appeler ses parents, sauf que cette fois-ci, il montre Luna comme ça en pleurs, et tout à coup, il retourne la caméra contre lui, il leur dit bonjour, et là, il montre la partie qu'il vient d'enlever à Luna. Les parents, en voyant ça, sont horrifiés, ils voient que leur fille est complètement détruite, elle est blessée, enfin... Là, ça sent vraiment mauvais. Donc imaginez l'état des parents derrière le téléphone, ils sont juste impuissants, ils n'ont pas l'argent, ils ne peuvent rien faire. Si là, ils viennent de la blesser et de lui faire beaucoup de mal, la prochaine étape, c'est sûr et certain, ils ne la reverront plus. À ce moment précis, il n'y a plus qu'une chose qui peut sauver l'ensemble des personnes qui restent, donc toutes celles qui n'ont pas pu payer. C'est tout simplement un miracle, une intervention de quelqu'un qui viendrait les délivrer. Mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucun signe de tout ça. Le seul signe qu'il y a, c'est que ces personnes sont armées et qu'elles sont très en colère. Là, dans la tête des personnes qui sont dans la salle, c'est fini, d'ici quelques heures, il n'y aura plus un bruit, le silence va régner dans la salle, parce qu'ils auront ôté la vie de tout le monde. Les ravisseurs quittent la salle pendant plusieurs heures. À nouveau, toutes les personnes qui sont à l'intérieur commencent à somnoler, à tomber de fatigue, parce qu'elles sont juste KO. Lorsqu'à un moment, Luna se réveille en sursaut, parce qu'elle vient d'entendre un bruit très sourd. Elle appelle sa pote, qui est juste à côté d'elle, qui d'ailleurs est extrêmement blessée. Elle souffre le martyre, d'ailleurs, elle pense même qu'elle s'est endormie tellement elle avait mal, le corps ne supportait plus. Donc c'est pas s'endormir, c'est carrément s'évanouir de douleur. Elle lui dit, mais tu viens d'entendre le bruit qu'il y a eu à l'extérieur. Sa pote, elle est complètement dans les choux. Et là, il y a de nouveau un bruit qui retentit, puis encore un, et elle comprend très vite qu'à l'extérieur, des coups de feu sont échangés. Ça dure de nombreuses minutes qui paraissent être une éternité. Elle se dit, ça y est, l'heure est arrivée, je suis en train de prier, je suis en train de remémorer tous les bons souvenirs de ma vie, comme ça, on finit sur une note positive. Lorsqu'à un moment, quelqu'un défonce la porte, il hurle comme jamais, il est armé jusqu'aux dents, vraiment, il a armure, casque, cagoule, fusil, enfin... tout ce qui va avec. Il dit à tout le monde, mettez les mains sur la tête, sauf que malheureusement, ils ont les mains dans le dos, donc absolument personne ne peut le faire. Il pointe son arme sur tout le monde, y compris Luna, et là, c'est des dizaines de personnes armées jusqu'aux dents qui rentrent dans la pièce. Là, dans la tête de tout le monde, ça y est, c'est terminé, on dit au revoir et à bientôt. Mais finalement, peut-être que le destin avait fait en sorte qu'aujourd'hui, ce ne soit pas l'heure de Luna, de sa pote et de tout le monde, parce que Luna remarque très vite qu'un policier tient un brassard sur lequel il est écrit « Police ».
Bon, la police apparemment à ce moment-là, ils les considèrent comme des criminels, donc ils y vont bien comme il faut. Et ils sont pas en mode on prend soin de vous et tout, ça les plaque par terre, enfin c'est très musclé comme intervention. Ils les font tous sortir de la pièce et ils les emmènent dans un fourgon. En sortant de la pièce, Luna nous raconte qu'elle a vu des personnes allongées au sol. Je vous laisse imaginer ce qu'il s'est passé, mais probablement qu'en ce moment ils sont en train de faire un ping-pong avec tonton Johnny ou un baby-foot, à vous de me le dire. Et une fois que toute l'équipe sort du fourgon, ils sont dans un commissariat dans lequel on va les interroger pendant de nombreuses heures. C'est interminable. Mais finalement, Luna, sa pote et l'ensemble du groupe comprennent ce qui s'est passé. Cette intervention miraculeuse, eh bien, comment est-ce qu'elle a été provoquée ? Vous allez voir, c'est assez malin. L'un des membres de la famille d'une des personnes du groupe était tellement inquiète, ce qui est complètement normal, qu'elle a fait appel au service de renseignement de son propre pays pour pouvoir localiser la provenance de l'appel FaceTime. Et grâce à la collaboration entre les services de renseignement du pays et celui du Mexique, en plus de l'opérateur téléphonique, etc., enfin, il y a eu toute une collaboration juste incroyable. Avec tout ça, ils ont pu localiser au mètre près d'où provenait l'appel, et l'ordre de faire un assaut a été donné aux unités spéciales mexicaines, ce qui a conduit à la libération de tous les otages. Finalement, il existe quand même la possibilité d'un miracle, ça a été le cas aujourd'hui pour Luna et sa pote. Malheureusement, on n'en sort pas indemne de tout ça, Luna, elle est traumatisée de façon psychologique, mais à vie. Et sa pote, en plus d'être traumatisée psychologiquement à vie, il lui manque un doigt. Heureusement, elle peut vivre sans, mais ça reste quand même juste traumatisant. À ce moment-là, autant vous dire qu'elles ont été rapatriées dans leur pays extrêmement vite, elles n'ont pas fini les vacances. Et une fois qu'elles ont retrouvé leurs proches à l'aéroport, elles se sont écroulées par terre, tellement elles étaient à la fois tristes, mais trop heureuses, mais traumatisées. Enfin, c'est des sensations juste atroces. Et depuis ce jour-là, elles nous racontent qu'elles ne sont plus jamais reparties en vacances. Même le fait de parler à un simple inconnu dans un bar, c'est quelque chose qu'elles ne font plus. Et quand ça arrive, elles font des crises d'angoisse, elles se barrent en courant. Et j'ai envie de dire, on peut tout à fait les comprendre. L'erreur qu'elles ont commise, c'est qu'avant de partir, elles ne se sont pas assez renseignées. Parce que oui, Culiacán, le Mexique, etc., c'est des endroits où la violence est quand même assez présente. En tout cas, dans des petites parties du pays. Et là, elles étaient dans un endroit où ça en faisait partie. Et le pire truc à faire, mais ça peut aussi être le meilleur parce que ça nous empêcherait dans ce cas de rencontrer des gens locaux, mais c'est d'accepter tout et n'importe quoi de personnes qu'on ne connaît pas, donc de parfaits inconnus, dans des lieux où on sait que la violence, elle règne quand même pas mal. Après, comme j'ai dit, l'idée c'est aussi de rencontrer des gens locaux, donc il faut faire un petit peu la part des choses. C'est très difficile parce qu'on ne connaît pas la personne en face, donc est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on n'accepte pas ? On ne sait pas. Mais si un jour, par hasard, ça vous arrive, vous savez que vous êtes dans un endroit où voilà, il faut faire attention. N'acceptez pas tout et n'importe quoi de personnes que vous ne connaissez pas du tout. Après, c'est des conseils à prendre avec des pincettes parce que de nouveau, si cette personne veut juste vous faire plaisir, on passe un peu pour un connard. Donc je vous laisse juger un peu par vous-même sur le moment venu, mais c'est toujours un peu délicat. En tout cas, faites attention à vous quand vous partez en vacances. Bien évidemment que le Mexique, ça reste un excellent pays. Et moi d'ailleurs, j'ai envie d'aller le visiter prochainement. Il y a plein de trucs magnifiques. Moi, j'arrête pas de voir des posts Instagram dessus. Ça me donne juste envie de partir. Donc ne vous dites pas, je ne vais jamais aller au Mexique parce que cette histoire s'est passée. Ce premier témoignage, c'est celui de Michaela. Salut Melvin, comme prévu sur Instagram, je t'envoie mon histoire. Même si je sais qu'elle ne sera sûrement pas publiée. Trompe-toi, elle est publiée dans ce premier épisode. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, si toi aussi tu veux m'envoyer ton histoire, envoie-la à melvinvideos@gmail.com. Je garantis pas de pouvoir l'utiliser, par contre essaye de mettre un max de détails et de faire en sorte qu'elle ne dure pas juste 30 secondes. Voilà. Je reviens au témoignage. Moi, c'est Michaela. J'ai 18 ans aujourd'hui, mais je préfère pas dire à quel âge j'avais au moment des faits, parce que tout ça s'est passé sur plusieurs années. Depuis toute petite, je faisais la semaine chez ma mère et le week-end chez mes grands-parents. Il faut que tu saches que mes grands-parents habitent dans une ancienne ferme qu'ils ont rénovée en maison, et ça fait plus de 30 ans qu'ils y vivent. Tout a commencé un soir, j'avais 6 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier d'ailleurs. J'avais offert à ma grand-mère une pomme de pin parce qu'on habitait à la campagne et je trouvais ça joli. D'après elle, je lui avais donné cette pomme de pin à mes 4 ans et depuis, elle était posée à côté de la télévision et elle n'avait jamais bougé. Ce soir-là, ma grand-mère et moi, on mangeait devant la télé. Et tout à coup, la pomme de pin est tombée par terre, alors que toutes les fenêtres et portes étaient fermées. On a rigolé et on s'est dit en plaisantant que c'était sûrement un fantôme qui hantait la maison et qu'il fallait qu'il nous laisse tranquille. Au début, ça me faisait rire. Parce qu'on faisait souvent des blagues sur le fait que la maison était hantée. Je pense d'ailleurs qu'on l'a à peu près tous fait une fois dans notre vie. Avec les années, il s'est quand même passé des trucs bizarres. Des objets disparaissaient et réapparaissaient à des endroits improbables, alors que dans la maison, on avait fouillé absolument partout. Pendant le confinement de 2020, j'ai passé tout mon temps chez mes grands-parents. Le soir, je me sentais super observé, même si tout était fermé. À ce moment-là, j'étais très renfermé, je restais tout le temps dans ma chambre, volets fermés et portes fermées. Et j'entendais parfois des objets sur mon bureau qui tombaient tout seuls. Donc là, c'était bizarre. Un soir, toujours pendant le confinement, je m'étais endormi vers 23h. Je me suis réveillé en sursaut à cause d'un objet qui venait de tomber
C'était ma palette à maquillage posée sur la chaise de mon bureau qui avait basculé et qui s'était complètement explosée par terre. J'en ai toujours parlé à mes grands-parents, mais personne dans la maison ne me croyait. Un jour, en plein après-midi, j'ai entendu des bruits de pas au-dessus de moi, comme si quelqu'un marchait dans le grenier. J'ai demandé à mon grand-père d'aller voir, mais il n'y avait personne. Pourtant, les bruits continuaient. La dernière chose étrange qui s'est passée, c'était en juillet 2023, quand j'étais toute seule chez moi. J'ai entendu des bruits qui venaient d'en bas. Au début, j'ai cru que c'était mes chiens, mais en me levant, j'ai vu qu'ils étaient tous les deux couchés au pied de mon lit. Même quand je laisse la porte du bas ouverte, ils ne le font pas. Je suis jamais descendu parce que j'avais beaucoup trop peur de tomber sur un truc qui m'aurait encore plus traumatisé que ce que j'avais déjà vécu. Depuis ce jour-là, il ne s'est plus jamais rien passé. Mais je me pose toujours des questions. Qui était dans mon grenier, ou est-ce qu'il y avait une chose dans mon grenier? Qu'est-ce qui a pu se passer dans ma chambre pour que ma palette de maquillage explose de la sorte? Un esprit, j'y crois, mais je sais que je n'aurai jamais la réponse. Maintenant, je n'habite plus là-bas, je vis avec mon copain depuis plusieurs années, et ça se passe très bien. J'espère que mon histoire était claire, parce que j'ai toujours un peu de mal à m'exprimer. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. Merci Michaela de m'avoir envoyé ton témoignage, de m'avoir fait confiance, surtout d'avoir pris le temps de l'écrire parce que je pense que ça doit prendre un petit moment. L'idée de ce format, c'est que vous apportiez des réponses dans les commentaires, qu'on interagisse tous ensemble, toujours dans le respect. Donc toi, si t'as des potentielles explications à l'histoire de Michaela, n'hésite pas à les écrire en commentaire. Voilà, je vous propose de passer au deuxième témoignage, et celui-ci, c'est celui d'Amandine. Salut Melvin, suite à notre échange sur Instagram, écrivez-moi sur Instagram @melvinfogelsang, je t'envoie ma longue histoire. J'espère vraiment qu'elle te plaira, parce que ça me tient à cœur de partager mon expérience et d'avoir des retours de la part de ta communauté. Je vais te raconter une histoire vraie à laquelle je n'ai jamais eu de réponse concrète. On espère qu'on va pouvoir t'apporter une réponse. Ça s'est passé sur plusieurs années, avec des moments où il ne se passait plus rien. Et je précise bien sûr que cette histoire est véridique et que je ne l'ai pas vécue seule. Attention, je te préviens, ça touche au paranormal. Je me présente vite fait. Je m'appelle Amandine, j'ai 21 ans et depuis toute petite, je suis passionnée par tout ce qui concerne l'horreur. Bien sûr, je crois aux esprits et aux entités. Bon, place à l'histoire. Je précise que c'est sûrement difficile à croire si tu n'es pas sensible à tout ça. Tout a commencé en 2019. J'avais alors 15-16 ans. J'ai rencontré mon premier copain que j'appellerai Tom. Tout se passait super bien, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble. Un jour, il me propose de dormir chez lui. La soirée se passe nickel, rien à signaler. Puis, sa mère vient nous voir et elle nous dit: Les enfants, ne sortez pas de la chambre, je vais chasser les esprits. Déjà, pour un date, c'est un petit peu bizarre. Enfin, je sais pas si c'est un date, mais c'est assez spécial. On lui répond qu'on ne sortira pas et on reprend ce qu'on faisait. Une heure plus tard, je réalise la phrase qu'elle avait dite et je me demande à Tom qu'est-ce qu'elle voulait dire. Il me répond tout naturellement: ah oui, ma mère fait du spiritisme avec un Ouija, un truc comme ça. Bon, je vais pas te mentir, je me sens un petit peu mal à l'aise à ce moment-là, mais je laisse passer. Quelques heures plus tard, on se couche et on s'endort. Dans la nuit, je suis réveillé par un bruit de couverts en argent qui s'entrechoque, comme s'il bougeait tout seul. La chambre de Tom était collée à la cuisine et je dormais contre le mur qui était collé. Dans l'appartement, il n'y avait que Tom, sa mère et moi-même. Ce qui me perturbe, c'est que Tom et sa mère dormaient profondément. Alors, d'où venait ce bruit, sachant que ce n'était pas moi? Je réveille Tom pour lui demander s'il a entendu. Mais dès qu'il se réveille, le bruit s'arrête net. Plus rien. Bien sûr, je suis la seule à l'avoir entendu. J'étais bien évidemment mal à l'aise, mais j'ai réussi à me rendormir et à oublier tout ça. J'ai même essayé de rationaliser pendant un moment. Peut-être que j'avais rêvé à cause de ce que sa mère avait dit plus tôt. Peut-être que c'était un coup de mon cerveau qui me faisait croire des choses. 2 ou 3 mois plus tard, je suis encore chez Tom. Il fait super chaud, donc je décide d'aller prendre une douche pendant qu'il prépare le repas. Amandine, j'espère que le repas au moins il était bon et que ça en valait la peine. Pendant que je me lave, j'entends frapper 3 coups à la porte de la salle de bain. Je réponds oui, en pensant que c'était Tom, mais aucune réponse. Je me dis qu'il a juste tapé en passant pour faire une petite blague ou pour rigoler. Je reprends ma douche, mais ça recommence. 3 coups. Là, je commence à perdre patience. Je réponds oui, d'une voix agacée, mais toujours aucune réponse. Une 3e fois, les 3 coups reviennent. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je termine vite fait ma douche et je vais demander à Tom pourquoi il s'amusait à frapper la porte. Il me regarde, d'un air étonné, et il me dit: mais je n'ai jamais quitté la cuisine. Je garde mon sang-froid et j'essaye d'en discuter avec lui, parce que pour moi c'était sûr, il mentait. Lui, il n'est pas du tout sensible aux esprits, il s'en fiche complètement. Mais plus on en parlait, plus il me racontait des trucs qui me mettaient mal à l'aise. Quand il était seul, il entendait la voix de sa mère l'appeler, et à l'inverse, sa mère disait qu'elle entendait la voix de son fils l'appeler quand elle était toute seule dans la maison. Moi, comme je te l'ai dit, je crois fortement à ce genre de trucs, mais à ce moment-là, j'étais dans le déni complet. Je ne voulais pas y croire. Quelques semaines plus tard, on fait une sieste ensemble. Dans sa chambre, il avait une chaise de bureau à roulettes avec des accoudoirs. Avant de dormir, la chaise était tournée face à la fenêtre. Je la regarde à peine, puis on s'endort. Au réveil, je me sens oppressé, je sens que quelque chose cloche, et là, je vois la chaise. Elle est tournée face à nous. Je précise que sa mère n'entrait jamais dans la chambre si on y était, par respect de notre vie privée. Quand j'en ai parlé à Tom, il a tout de suite cherché à rationaliser. Mais t'as dû halluciner, il m'a dit. T'as dû mal regarder avant de dormir,
ou ce genre de truc. Mais Melvin, je te jure, j'ai très bien vu. Parce que je supporte pas de dormir avec une chaise ou un placard ouvert face à moi. C'est comme ça depuis toujours, c'est psychologique, c'est un blocage. J'ai toujours cette sensation d'être observé. Un jour, je vais chez moi pour récupérer des affaires. Ma mère n'est pas là, donc en théorie, ça devrait être vite fait. En entrant dans ma chambre, je ressens tout de suite un malaise. Je vais vers mon bureau où il y a un miroir et je vois qu'il est tourné vers la droite au lieu d'être face au mur. Je me dis que ma mère a peut-être nettoyé et l'a bougé, mais en levant les yeux vers le mur au-dessus de mon lit, je vois mes photos d'enfance et là, un détail, c'est que l'une des photos est retournée. Naturellement, un frisson me traverse, mais je me dis encore que ça doit être la pâte à fixe qui s'est décollée. Pour me rassurer, j'allume la télévision. Sauf que, au lieu qu'une chaîne apparaisse, c'est un écran noir avec écrit « Aucun signal ». Tout était pourtant bien branché, je débranche et rebranche, et là, comme par magie, ça remarche. Je m'assois sur le lit et je remarque du coin de l'œil le cadre de mariage de mes parents. Lui aussi est tourné du même côté que mon miroir. Là, je t'avoue que je commence sérieusement à flipper. Tom essaye de me calmer et commence à remettre tout en ordre. Il s'attaque au miroir, puis au cadre et enfin à la photo. Mais en s'approchant, il voit qu'une deuxième photo de moi est aussi à l'envers. Pourtant, quand on est entré dans la chambre, je suis sûre et certaine qu'il n'y en avait qu'une seule. Cette photo s'est donc retournée pendant qu'on était là. J'étais en panique, je tremblais. Tom me dit alors « Amandine, la pâte à fixe n'est même pas décrochée. Les photos sont encore bien fixées au mur. » Là, je comprends que cette chose s'acharne sur moi. Je pense tout de suite à mes chapelets accrochés dans la salle de bain. Si eux aussi ont bougé, c'est que forcément, il n'y a plus de doute. Il y a bel et bien quelque chose. J'ouvre la porte de la salle de bain et je vois les deux chapelets tournés du même côté que le miroir et le cadre. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'étais terrifié. Je me souviens, il m'a d'ailleurs fallu un bon moment pour me calmer. Après ça, on a quand même décidé de rester chez moi. Tout semblait être devenu à la normale, mais au moment de se coucher, en passant devant la chambre de ma mère, on voit qu'elle est ouverte. Or, elle était bien fermée avant et personne ne l'avait touchée. Bizarrement, j'ai eu peur, mais j'ai fini par passer outre. Ensuite, il y a eu plein de petits trucs. Des placards qui s'ouvrent tout seuls, la boîte de sucre qui s'ouvre ou se ferme toute seule, le pot de brosse à dents qui tombe dans le lavabo. J'ai fini par m'habituer à voir des objets bouger ou changer de place sans explication. Ma mère, qui elle ne croyait pas aux esprits, en rigolait au début. Mais un soir, alors que je dormais chez une copine, ma mère m'appelle paniquée. Elle me dit qu'elle était devant la télé et qu'elle a vu les plantes bouger toutes seules. Elle a voulu me filmer ça et à la fin de la vidéo, une plante est tombée d'un coup. Je filme parce que la plante elle fait que de bouger, Amandine. C'est un peu bizarre. Non, je bois pas d'alcool. Comme par hasard là, ça bouge plus. Est-ce que tu as lu? Oh putain! Ensuite, elle s'est retrouvée dans le noir le plus total. Plus de réseau, le fixe qui marche pas, tout ça uniquement chez nous. Les voisins, eux, n'ont pas été impactés. Elle est restée 5 minutes dans le noir avant que tout revienne à la normale. Ce soir-là, elle a compris que tout ça, ce n'était pas une blague, c'était bel et bien réel. Depuis ce soir-là, elle y croit aussi, et peut-être même plus que moi. Après ça, même ma mère a commencé à remarquer des trucs bizarres. Des traces sur son lit, comme si quelqu'un s'était allongé en boule, ou une trace de tête sur son oreiller. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Un jour, ma copine est venue dormir chez moi. On a fait le jeu du Charlie avec 2 crayons et une feuille, juste pour pouvoir rigoler un bon coup. On n'a pas eu de réponse tout de suite, alors on est parti manger. À notre tour, le crayon était tourné vers la case « Yes ». On a flippé, on a tout déchiré et jeté. Et surtout, fait comme si de rien n'était. Mais plus tard dans la soirée, on a remarqué que ma télévision et un cadre photo étaient tournés vers la droite, comme mon miroir et mes photos l'avaient été. Ma copine était terrorisée, mais je l'ai rassurée. Ou plutôt, j'ai essayé de nous rassurer toutes les deux. Cette nuit-là, elle s'est endormie avant moi. Moi, j'ai eu une paralysie du sommeil. Force à toutes les personnes qui ont vécu ça, ça m'est jamais arrivé, je touche du bois. J'espère que ça ne m'arrivera jamais. Parce que vu les témoignages que je lis sur ça, ça donne pas envie. Je voyais une silhouette sombre, masculine, sans visage. Elle avançait de plus en plus près et j'ai surtout senti qu'elle était malveillante. J'ai fermé les yeux jusqu'à que la lumière s'allume. C'est ma copine qui s'est réveillée et qui a allumé, ce qui m'a permis de reprendre mon souffle et de sortir de la paralysie. Elle m'a raconté ensuite qu'elle m'avait entendu chuchoter dans mon sommeil, comme si je parlais plusieurs langues en même temps, puis surtout, je m'étais mise à hurler. Elle a eu peur, elle m'a réveillé et elle m'a dit que j'avais l'air de manquer d'air, comme si quelque chose me bloquait la respiration. Après ça, la mère de ma copine m'a conseillé de diffuser des huiles essentielles pour chasser les esprits. Et je dois dire que ça a marché. Depuis, ça s'est calmé. Il y a encore quelques petits trucs bizarres, comme les portes de placard qui bougent toutes seules, mais rien d'affolant. Aujourd'hui, j'ai toujours cette sensation d'être observé, je ne peux pas dormir avec une porte ou un placard ouvert. Bon, ça j'avoue, même si je me sens pas forcément observé, dormir avec la porte d'une armoire ou un placard ou quoi ouvert, je suis pas certain que ça me plairait. Une porte de chambre, y a pas de souci, mais des armoires, etc., je suis pas fan. J'ai eu d'autres expériences, mais c'est vraiment celle-là que je voulais te partager. Merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire, j'espère que tu la sélectionneras pour une prochaine vidéo. À très bientôt
Amandine. Merci beaucoup Amandine pour ton témoignage. Je t'avoue que je ne voudrais pas être à ta place parce que ce genre d'événement, moi j'aurais quitté la maison illico presto. Non, plus sérieusement, avoir autant de phénomènes qui s'enchaînent les uns après les autres, c'est assez space. Je suis content de lire qu'aujourd'hui ça va mieux parce que franchement j'ai pas vraiment d'explication. Si vous en avez en commentaire, n'hésitez pas à les donner. Mais voilà, si même ta maman était sceptique au début et qu'au final elle y croit encore plus que toi, c'est que forcément il y a quelque chose. Donc voilà, la seule chose que je peux te souhaiter, c'est qu'un jour tout ça s'arrête et surtout que tu sois en bonne santé et que rien de grave ne t'arrive. Merci encore Amandine pour ton témoignage et moi je vous propose de passer à celui de Quentin. Pour ce témoignage, j'ai volontairement changé le nom à la demande de l'auteur, donc je vous propose tout simplement qu'on l'appelle Quentin. Salut Melvin, voilà mon histoire qui s'est passée il y a maintenant 3 mois en Thaïlande. Avant de commencer, si tu la publies, j'aimerais que tu changes mon prénom. Je préfère rester anonyme. Merci pour tes vidéos, je les écoute sur Spotify au boulot. Ça me motive, même si parfois, je t'avoue, ça me fait bien flipper. D'ailleurs mes amis, si ça vous plaît, rejoignez le podcast. Pour toutes les personnes qui payent Spotify, vous n'aurez plus de pubs. C'est confirmé, ils les ont enlevés. Et ça c'est plutôt cool si vous écoutez les histoires pour vous endormir. Et sachez que sur Spotify, maintenant il y a la vidéo au même niveau que YouTube. Vous pouvez allumer votre téléphone, regarder la vidéo comme si vous étiez sur une autre plateforme. Donc encore un point pour rejoindre Spotify. Moi, c'est Quentin, j'ai 20 ans. Avant cette histoire, je ne croyais à rien de tout ça. Les démons, les esprits, le paranormal, j'étais juste un mec normal qui essaye de reprendre sa vie en main. Tout a commencé après une grosse embrouille avec mon cousin. On a pris des chemins différents. Lui est rentré dans son pays, et moi, je suis parti sur une autre île, à Koh Phan, pour changer d'air. Avant ça, on avait passé un mois dans un camping à Koh Lanta. Non, ce n'est pas l'émission, c'est bel et bien une île. On s'était fait plein de potes. À Koh Phan, j'ai passé 2 semaines seul. Puis, j'ai eu envie de retourner dans ce camping où j'étais avec mon cousin. J'ai appelé un pote pour lui dire que je revenais, et il m'a dit « L'ambiance a changé. Il y a une sorcière maintenant. » Évidemment, je l'ai pris à la rigolade. Quand je suis arrivé au camping, j'ai réservé 5 jours, mais le jour même, il n'y avait plus de place. J'y suis allé un peu au culot. J'ai dit que je m'étais trompé de date, et vu qu'ils me connaissaient bien, ils m'ont installé une tente dans la jungle, juste derrière les bungalows. C'était pas bien luxueux, mais au moins, ça faisait l'affaire. Le soir, je vais me faire à manger. Il y avait une cuisine d'été pour tout le camping. Et là, je vois cette femme, cheveux très longs, bouclés. Elle me dit bonjour, mais j'ai un mauvais pressentiment. Je préfère l'ignorer. J'ai tout de suite compris que c'était la sorcière dont mon pote m'avait parlé. Son bungalow était juste en face de ma tente, à une vingtaine de mètres seulement. Dès mon arrivée, j'ai senti que l'ambiance avait changé. Même les employés semblaient différents. Je retrouve mes potes, on passe la journée ensemble. L'un d'eux est très croyant pour ces trucs-là, mais je lui en parle pas tout de suite. La nuit, je rentre dans ma tente. Je l'entends chanter, mais pas une vraie chanson. C'était des bruits bizarres, des sons étranges. Au début, je rigole. Mais pendant la nuit, je fais un cauchemar horrible. Le lendemain matin, je vais sur la plage avec un pote et je lui demande s'il a vu la sorcière. Il me regarde et me demande « Mais comment tu sais ?» Il me raconte qu'elle l'avait emmené faire un rituel dans la jungle, avec un masque en bois, et qu'elle s'était même blessée pour lui donner de son sang. Il avait réservé 6 mois dans ce camping et il est parti au bout de 3 à cause de ça. Là, j'ai vraiment compris que cette femme était dangereuse. Une des employées du camping commençait à avoir un comportement chelou, comme si elle était toujours là à me surveiller. La sorcière, je la voyais toujours entourée de mecs beaucoup plus jeunes qu'elle. La nuit, elle faisait des rituels dans son bungalow. J'ai commencé à dire aux autres qu'il fallait qu'elle parte, que son énergie n'était vraiment pas la bonne et pas la bienvenue. Un collègue anglais qui rigolait d'elle parce qu'il la trouvait repoussante s'est retrouvé un soir avec un pied blessé après un accident. Il devait partir, mais il est resté quelques jours de plus. Je l'ai vu aller la voir et poser sa tête sur ses genoux. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a dit « Elle est en train de me soigner. » Puis une nuit, j'ai fait un cauchemar où elle me jetait de la poudre sur la tête dans une forêt assez glauque. Je me suis réveillé en sursaut et j'étais carrément dans la jungle, comme si je m'étais levé en dormant et que j'étais somnambule. À ce moment-là, j'ai vraiment flippé. Mon corps me disait de ne pas dormir là, alors j'ai commencé à passer mes nuits sur la plage. La journée, je restais au camping, mais le soir, je filais dormir dehors. Un soir, un pote était tellement mal qu'il était comme paralysé devant sa tente. Un jour, en rentrant dans ma tente, j'ai trouvé un serpent mort. C'est assez courant en Thaïlande, j'ai rien dit à personne. Et même quand j'essayais de me changer les idées, je la voyais toujours, comme si elle était partout. Une fois, j'étais dans la jungle avec un pote et j'ai paniqué en pensant à elle. Je suis parti en courant, perdu mon pote et je me suis endormi sur le bas-côté de la route. Quand je me suis réveillé, j'étais sur la banquette arrière d'une voiture d'un mec qui m'avait trouvé et qui m'a ramené. Au camping, tout le monde semblait perdu, mais personne ne s'en rendait compte. Même le chien de mon pote, qui dormait toujours dehors d'habitude, restait très loin de la zone des bungalows. Le dernier jour, avant de partir pour Bangkok, je me suis dit « Allez, je vais aller lui parler ». Je lui demande son prénom, elle me répond « Lilith ». Et là, tout dans ma tête a basculé. Elle a commencé à me dire des trucs très bizarres sur ma vie. Je l'ai insultée par peur. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'elle m'a maudit ce jour-là. Quand je suis arrivé à Bangkok,
J'ai commencé à passer tout mon temps à jouer à des jeux d'argent en ligne. Je faisais des sommes énormes, puis j'ai tout perdu. Je jouais encore et encore, je ne pensais qu'à ça. À la fin, j'ai tout perdu, tout ce que j'avais. Je suis monté en haut d'un parking, prêt à en finir. J'ai même appelé mon père pour lui dire au revoir, mais un vigile m'a dit de descendre. Je suis redescendu, et là, je l'ai pris comme un signe du destin. Je me suis posé dans un café et j'ai eu un petit regain de chance. J'ai recommencé à gagner, puis j'ai tout reperdu. J'ai quitté la Thaïlande pour aller au Vietnam, mais c'était pareil. Je pensais qu'à ça me rongeait. Mes amis, petite prévention, attention aux jeux d'argent, vous savez que vous pouvez gagner, mais sur le long terme, forcément, vous serez perdant. Donc s'il vous plaît, faites attention à ça, c'est une vraie drogue, c'est une vraie addiction, et ça peut vraiment briser toute votre vie. Ça a continué jusqu'au jour où j'ai tout reperdu. Cette fois, tout sans retour. Là, j'ai replongé dans mes pensées les plus sombres. Et c'est mon cousin, celui avec qui je m'étais embrouillé, qui m'a appelé. Lui seul arrivait à me calmer, et d'ailleurs, grâce à lui, j'ai tenu bon. Mais depuis, j'ai toujours l'impression que quelque chose me suit, que tout a changé après avoir croisé cette sorcière. J'avais même des chiffres étranges qui apparaissaient partout, comme si c'était un signe. Aujourd'hui, je suis rentré en France, sans argent, j'ai juste ce poids-là sur la conscience et cette impression que tout a basculé là-bas. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé, je l'ai jamais raconté à part à mes proches, mais ça me ferait plaisir que tu la partages sur ta chaîne si tu veux. Et si tu veux plus de détails en privé, contacte-moi. Merci pour tes vidéos, continue, on sent que t'es un bon gars. Merci beaucoup Quentin, enfin du coup tu t'appelles pas Quentin mais c'est très gentil. Merci Quentin, petite précision par rapport à ce témoignage, je l'ai un petit peu remanié, un petit peu reformulé. J'ai pas changé son sens mais il y a des détails que je n'ai pas donnés parce que ça parlait de choses illicites et de choses que YouTube n'aime pas trop. Et surtout j'ai pas envie parce que je sais qu'il y a des jeunes qui écoutent que ça tombe dans les oreilles des plus jeunes. Mais en tout cas le sens du témoignage c'est le même. Merci beaucoup Quentin de me l'avoir envoyé, j'espère que je l'ai raconté avec respect et comme tu me l'as raconté toi-même. Et moi pour terminer cette vidéo, je vous propose de passer au témoignage de Thibaut. Salut Melvin, j'espère que tu vas bien. Ça va tout bien, merci. J'espère que toi aussi. Je t'envoie cette petite histoire qui m'est arrivée récemment et je voulais absolument la partager avec toi. Je suis tes vidéos depuis un sacré moment et ça me ferait super plaisir de la voir apparaître dans une de tes vidéos. J'espère qu'elle te plaira et qu'elle te fera flipper autant qu'elle m'a fait flipper. Bonne continuation, continue comme ça. T'es vraiment le boss. Merci beaucoup Thibaut, c'est très gentil. Moi, c'est Thibaut. J'ai longtemps hésité avant de te raconter cette expérience parce que j'avais peur qu'on me prenne pour un fou. Mais ce qu'on a vécu ce soir-là, ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Tout a commencé tard dans la soirée. J'étais avec deux amis, on se promenait dans une zone reculée, loin de toute habitation. On voulait juste faire une marche de nuit, on avait nos lampes torches, on filmait quelques séquences, en soi, rien de dangereux. C'est par hasard qu'on est tombé sur une entrée camouflée sous des pierres et de la terre. Une porte métallique, encastrée dans le sol, sans aucune indication. Ça ressemblait pas à un bâtiment normal, c'était une structure souterraine, massive, abîmée par le temps. Tout de suite, ça a donné une impression de danger, comme si on n'aurait jamais dû tomber dessus. Quand on a ouvert la porte, un grincement long et profond a résonné dans l'air, presque comme s'il s'agissait d'un avertissement. À l'intérieur, il faisait sombre. L'air était sec, poussiéreux et surtout immobile. On a commencé à descendre. Les murs étaient en béton épais, fissurés par endroits, couverts de symboles étranges et de marques qui ressemblaient à des griffures. Aucun de nous ne parlait. L'ambiance était pour le moins glaçante. Plus on descendait, plus la pression devenait insupportable. Ce n'était pas juste de la peur, on avait tous cette sensation au creux du ventre, comme avant qu'un accident se produise. Mes mains tremblaient, sans que je puisse rien y faire. L'un de mes potes avait du mal à respirer, tout nous criait de faire demi-tour. Mais nous, on continuait quand même. Mes amis, faites toujours confiance à votre instinct, si votre ventre vous dit « n'y va pas », n'y allez pas, et généralement vous verrez que votre instinct avait raison. En bas, on est tombé sur une pièce circulaire vide, à part une porte blindée, beaucoup plus récente que le reste de l'endroit. Elle était super solide et surtout fermée. C'est là que tout a basculé. Au début, on a entendu un bruit très faible, comme des chuchotements. Mais très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas une voix, c'en étaient des dizaines. Elles parlaient tout en même temps, dans une langue complètement incompréhensible. Et le pire, c'est que ça avait l'air de murmurer nos pensées, comme si ça lisait dans nos têtes et que ça recrachait nos peurs. L'un de mes potes a paniqué. Il s'est recroquevillé contre un mur, les mains sur les oreilles. Moi, j'avais la gorge nouée, le cœur qui battait tellement fort que j'en avais mal. Vraiment, j'ai cru que j'allais y rester. Mes jambes tremblaient, comme si elles étaient paralysées et qu'elles refusaient d'avancer. Puis, il y a eu ce bruit très sourd derrière la porte blindée. Un coup, puis un deuxième. C'était lourd, régulier, comme si quelque chose frappait de l'autre côté pour pouvoir sortir. Mon autre pote s'est carrément mis à chialer. Ce n'était pas une peur normale, c'était une terreur viscérale. Il disait qu'il voyait une silhouette derrière la porte. Moi, j'ai juste vu une ombre floue et surtout immense. Mais je l'ai senti. Un froid glacial a envahi la pièce, si intense que mon souffle formait de la buée, même si j'avais chaud. Et puis la lumière de ma lampe torche s'est mise à clignoter. Tout est devenu noir. Et dans ce noir, tout près de mon oreille, j'ai entendu Thibaut, une voix douce, lente, qui m'a glacé jusqu'à la moelle, comme si elle venait de l'intérieur de ma tête. Quand la lumière est revenue, la porte blindée était entrouverte. On n'a pas réfléchi,
on a couru sans jamais s'arrêter. Le bruit de nos pas résonnait partout comme des coups de feu. L'air me brûlait les poumons, mes jambes flanchaient, mais l'instinct de survie avait carrément pris le dessus. Une fois dehors, on n'a pas dit un mot, on fixait l'entrée comme si on s'attendait à ce que quelque chose en sorte, mais jamais quelque chose n'est sorti. Depuis cette nuit-là, je ne dors plus pareil. J'ai des insomnies, des cauchemars où je suis de retour là-bas, seul, avec cette chose de l'autre côté de la porte. Et parfois, en pleine nuit, je me réveille en sursaut, persuadé d'avoir entendu cette voix murmurer mon prénom, encore et encore. Je ne sais pas ce qu'on a découvert, mais c'était pas juste un vieux bunker, ce n'était probablement pas humain, et depuis, je me demande toujours ce qu'il y avait derrière cette fameuse porte. Voilà, j'espère que ça te plaira, j'essaie de la raconter d'une façon à ce que tu comprennes exactement bien les détails et de façon assez professionnelle. J'espère que ça ne te dérange pas, très bonne continuation à toi, et à bientôt. Merci beaucoup Thibaut pour ton témoignage, je t'avoue que tout ce qui touche à l'urbex, les visites et tout, c'est pas vraiment mon truc. La seule et bonne raison, c'est que ça me fout les boules, tout simplement. Toi t'as eu du courage d'aller visiter ça, encore plus de rester dans un endroit où il y a des bruits bizarres, etc. Concrètement, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette porte? On ne sait pas et on ne le saura jamais. J'ai envie de dire probablement que c'était un humain. Après, qu'est-ce qu'il foutait là? Qu'est-ce qu'il vous voulait? J'en ai aucune idée. Si vous, dans la communauté, vous avez des réponses à ces questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et peut-être que vous apporterez une ou plusieurs réponses à l'histoire de Thibaut. Et aujourd'hui, notre personnage, il s'appelle Max. Max, c'est un gars qui a 23 ans, qui est joyeux, qui est super heureux dans sa vie. Il a une famille qui est incroyable, il a la santé, il a des potes qui sont juste exceptionnels. Donc j'ai envie de vous dire, que demander de plus? Max, il nous raconte qu'il est en études. Et je pense que vous le savez, aux États-Unis, les études, ça coûte la blinde. Souvent en Suisse, j'entends des étudiants se plaindre du prix d'un semestre. Mais alors, pour le coup, aux États-Unis, vous vous endettez pas à vie, mais sur plusieurs dizaines d'années. Ça se compte en centaines de milliers de dollars, enfin c'est juste indécent. Et du coup, pour pouvoir payer ses études, Max, il a un job d'étudiant. Ce job d'étudiant, j'ai envie de dire, il est assez classique, il n'y a rien de très foufou. Il travaille tous les soirs dans une station-service. Il s'occupe de mettre des articles en rayon, d'encaisser les clients et de faire plein de choses diverses et variées. Ça lui permet de rencontrer du monde, ça lui permet d'avoir un aspect social, ça lui permet de gagner un petit peu d'argent pour payer ses études, donc c'est tout bénef. En plus de ça, il nous dit qu'il a une équipe assez cool, donc j'ai envie de dire, c'est plutôt bien. Un fameux jour, Max se rend à l'université, il suit les cours pendant toute la journée, et à la fin de celle-ci, il rentre à la maison. Sauf que, comme à son habitude, après l'école, il doit rentrer à la maison en vitesse, prendre ses affaires, se changer, reprendre le bus et aller tout droit en direction de son travail. Apparemment, c'est un moment qui est assez stressant parce qu'il suffit qu'il loupe un bus pour qu'il arrive en retard au travail, et ça, généralement, c'est pas le truc le plus agréable à vivre. Mais ce soir-là, tout va bien. Il rentre chez lui, il se change et il fonce à la station essence. Là-bas, il nous raconte qu'il fait 2-3 ventes, qu'il met des choses en rayon, qu'il s'occupe de gérer les stocks. Et comme à leur habitude, à la fermeture, ils sont deux. À ce moment-là, la seule indication temporelle qu'on a, c'est qu'on est vers la fin de l'année. Donc à l'extérieur, il fait nuit assez rapidement. Max et sa collègue terminent leur service, ils rangent, ils préparent les affaires pour le lendemain. Et à la toute fin, ils sortent de la station. Pendant que sa collègue est en train de verrouiller la porte avec une clé, Max regarde les alentours lorsqu'il voit une sorte de chose qui s'apparente à une silhouette. Bon, vous me direz, une silhouette, c'est pas si grave que ça, sauf que la particularité de cette silhouette, c'est qu'elle est immobile. Elle est immobile en dessous d'une chose qui ressemble à un lampadaire, qui clignote de temps en temps, donc une ambiance bien glauque, et Max, il la regarde sans se poser trop de questions, mais au bout d'une dizaine de secondes, il se dit, mais que fait cet homme ou cette femme? Là, il fait quelque chose qui... Est-ce que c'est intelligent ou pas? Je ne sais pas. Il lui fait un coucou, en attendant une réponse de sa part. Malheureusement, la silhouette ne répond pas. Bon, c'est bizarre, il dit à sa collègue, regarde, là-bas il y a quelqu'un qui nous observe. Alors, soit il nous observe, soit il regarde de l'autre côté, on ne le sait pas, mais c'est un peu space. Là, sa collègue lui dit, écoute, je te propose qu'on se barre assez vite, on rejoint la voiture, tu me ramènes et on fait comme d'hab, mais je vais pas rester ici à regarder une silhouette qui est en train de nous fixer. C'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu étrange, et moi, ça me fait flipper. Max, il lui dit, ouais, je pense que t'as raison, on va pas s'aventurer dans des histoires assez sombres, on va laisser ce mec là-bas, ou cette femme, on sait pas qui c'est. On imagine qu'il a une bonne raison d'être sous un lampadaire fixe, statique à nous observer. Tant mieux pour lui, grand bien lui fasse, mais nous, on se barre. C'est exactement ce qu'ils font. Max et sa collègue rentrent dans la voiture et Max la raccompagne jusqu'à chez elle. Une fois sa collègue déposée, il rentre chez lui, il va dans son lit et il scrolle sur les réseaux sociaux. Après avoir tout vu sur les réseaux sociaux et juste avant de s'endormir, Max sort un petit cahier de sa table de nuit, un stylo et il commence à noter des choses. Les choses qu'il note, c'est exactement ce que je viens de vous raconter. En gros, c'est une sorte de petit journal intime dans lequel il note
toute sa vie. Le moindre fait et geste de sa journée s'y trouve. Donc forcément, ce soir-là, il raconte qu'il a été à la station essence travailler, qu'il y avait une personne qui les fixait au loin. Il se pose pas trop de questions que ça, il n'a pas plus peur que ça, mais que c'est une situation assez improbable. Après avoir noté tout ça, Max finit par s'endormir et il passe une bonne nuit. Le lendemain matin, rebelote, Max se rend à l'université, il suit les cours toute la journée. Et le soir, il va travailler. Il a de la chance parce que la collègue qui est présente ce soir-là, c'est la même que la veille, c'est sa préférée. C'est vraiment même pas une collègue, c'est devenu une pote, ils s'entendent à merveille, ils rigolent beaucoup. Et ça, franchement, quand vous avez un job d'étudiant qui est dans la vente, enfin, où vous passez quand même pas mal de temps à attendre, c'est cool, parce que oui, dans une station-service, moi j'ai des amis qui travaillent, apparemment c'est pas le truc le plus stimulant, surtout en toute fin de soirée, donc avoir une collègue ou un collègue avec qui vous entendez bien, avec qui vous rigolez, c'est le meilleur des trucs. Donc, tant mieux, le temps va passer un petit peu plus vite, il fait toutes ses activités comme la veille, de la mise en rayon, de la vente, de l'encaissement, tout plein de choses, et arrive enfin l'heure de la fermeture. Cette fois-ci, vu que la veille c'est sa collègue qui a fermé boutique, eh bien c'est Max qui va le faire ce soir-là. Et au moment où il est en train de verrouiller la porte, sa collègue l'interpelle, elle lui dit « Max, regarde ». Il lui dit « Attends, je ferme juste la porte, j'ai juste pas envie de faire de bêtises et que des gens s'introduisent pendant la nuit et que ce soit de notre faute ». Elle lui dit « Non, 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 regarde vite ». Et elle lui dit ça sur un ton qui est vraiment pas serein, même paniqué. Max la regarde, il lui dit « Ouais, enfin, qu'est-ce qu'il y a ?» Sa pote lui dit « Fais discret, mais regarde derrière moi, un peu à gauche, il y a un mec qui tient une pancarte, et ce mec, il a un putain de masque de clown. » Et Max, il regarde à gauche à droite, il voit pas grand chose, et effectivement, sur le côté gauche, il voit qu'il y a une personne qui tient un panneau blanc, avec un masque de clown, même s'il est pas très bien fait. Sa pote est toute paniquée, elle est limite en train de trembler, elle lui tient le bras, et Max lui dit « Mais attends, c'est forcément un de nos potes, parce qu'il sait exactement où on travaille, à quelle heure on termine. J'imagine que la personne hier soir, au loin, c'était lui aussi. » Donc Max, il prend ça plutôt sur le ton de la rigolade, il décide de s'avancer vers le clown, avec pour unique objectif de lire ce qui est écrit sur le panneau blanc. Lorsqu'il lit sur le panneau blanc, il se pose des questions, parce que sur celui-ci, il est écrit « Ne regardez pas ça ». Donc, autrement dit, ne regardez pas ce panneau. Là, Max parle au clown, il lui dit « Mais gros, t'es qui ?» un peu sur le ton de la rigolade, mais le clown ne répond pas. Ce con, il est muet, il ne parle pas, il le fixe, il ne bouge pas, et Max, il comprend vite que l'ambiance est un peu chelou. Bon, il continue de lui parler pendant quelques secondes, à la fin il lui fait une petite blague, il voit que le clown ne réagit pas, vraiment il ne bouge pas. Max décide de se reculer un peu parce que la situation devient un peu particulière, mais il n'a pas peur, lui il est toujours sur le ton de la rigolade, mais quand même, il prend ses précautions, il recule, il rejoint sa collègue et il lui dit « Bon, on va faire comme hier, on va pas jouer les super-héros, on va rentrer dans la voiture, je te ramène, je te dépose, et moi je rentre. » Sur la route, les deux discutent de ce qui vient de se passer. Qui peut être cette personne? Est-ce que déjà c'est un homme ou une femme? Quel âge a ce personnage? Pourquoi est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'ils leur veulent? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il était écrit « Ne regardez pas ça » sur la pancarte? Est-ce qu'il parle de la pancarte? Est-ce qu'il parle de quelque chose d'autre? Est-ce qu'il ne faut pas regarder le clown? Ça, on n'en sait rien. Bref, l'ambiance sur le chemin du retour, elle est un peu glauque, un peu particulière. Déjà, ils sont les deux seuls dans une voiture où il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Sur la route, autant vous dire, il fait nuit noire. Ils traversent des forêts, enfin, c'est vraiment une ambiance digne d'un film d'horreur. Mais bon, la collègue arrive à son domicile saine et sauve, Max également, donc j'ai envie de dire, tout va pour le mieux. Une fois arrivé à la maison, comme à son habitude, Max monte dans sa chambre, il se met en pyjama, il va dans son petit lit, et aujourd'hui, il se met un petit épisode pour s'endormir. Mais après avoir terminé son épisode, il était très loin d'imaginer ce qui allait se passer le lendemain. 6h du matin, le réveil sonne, il est temps pour Max de s'habiller, d'aller à l'université pour une journée de cours. Et ce soir, on n'échappe pas à la règle, Max, il va aller dans sa station essence pour travailler à nouveau. C'est là d'ailleurs qu'on voit le rythme de bâtard qu'il s'inflige, vraiment c'est un truc de fou. J'imagine qu'à ce moment-là, il est à deux doigts du burn-out parce que vous passez toute la journée en cours depuis 7h du matin, vous finissez à 1h ou 2h du matin dans une station essence. Donc franchement, je trouve ça extrêmement remarquable et très courageux de sa part. Et ce soir-là, comme les deux soirs d'avant, il travaille avec cette fameuse collègue. Bon, bah maintenant les deux, vous aurez compris, ils ont leurs petites habitudes. Toi t'encaisses, toi tu fais le plein dans les rayons, etc. Ça rend le travail beaucoup plus fluide, et ce soir-là, il nous raconte qu'il y a pas mal de clients. Les clients, ils viennent jusqu'à environ 2 heures avant la fermeture, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus personne. Ça veut dire concrètement que les deux sont dans une station essence pendant 2 heures, ils n'ont rien à faire, si ce n'est surveiller qu'il n'y ait pas un mec qui vienne avec un bazooka tirer dans les pompes à essence.
Généralement, ça ne peut pas se passer. Mais vu qu'on est aux États-Unis, on ne sait jamais. Mais ça leur permet aussi d'échanger, de discuter, de se faire des petites blagues. Parfois, ils regardent même une série. Et aujourd'hui, eh bien, ils décident de discuter de tout et de rien, des études, des amis, etc. Après avoir parlé des amitiés, la conversation dévie un petit peu vers les relations amoureuses. Et très vite, les deux s'avouent quelque chose. En fait, au fil de la discussion, les deux se rendent compte qu'ils sont bien attirés l'un par l'autre. Ils s'avouent que ça fait déjà plusieurs mois que ça dure. Et là, la discussion est juste incroyable. Les deux ressentent la même chose l'un pour l'autre. Et à la fin, quelques minutes avant de devoir fermer la boutique, ils s'embrassent. C'est leur premier bisou, c'est leur première journée en tant que flirt couple, enfin que personnes qui sont presque ensemble. Ils sont trop contents, ils ont toute la vie devant eux, ils ont des belles choses à vivre. Et les deux, à ce moment-là, sont beaucoup trop heureux. Bon, les petits bisous, etc., c'est terminé. Maintenant, il est l'heure de fermer boutique, de verrouiller le magasin et de partir à la maison. Sauf que, cette fois-ci, ils retiennent ce qui s'est passé les 2 derniers soirs. Ce fameux clown qui était sur le parking. Bon, quand je dis clown, c'est un peu un mot exagéré parce que le gars, au final, il avait la dégaine d'un tronc d'arbre juste avec un masque de clown. Est-ce qu'on peut dire que c'est un clown? Je ne sais pas, à vous de me dire dans les commentaires. Mais ce qui est sûr, c'est que cette fois, Max, il regarde à l'extérieur pour voir si ce mec est là. Parce que dans sa tête, il se dit... Le premier soir, il était au loin. Hier, il est venu dans le parking avec une pancarte. Aujourd'hui, potentiellement, qu'il nous attend avec un couteau, un flingue ou je ne sais pas, devant la porte. Donc, il prend ses précautions, il regarde depuis la boutique aux alentours, et là, il est assez content et assez rassuré parce que il ne voit personne. Bon, il rassure sa collègue, petite copine, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Je dirais plus sa bien-aimée. Il lui dit, écoute, là, je pense qu'on est safe, on peut sortir, fermer tranquillement le magasin. On va à la voiture et on se barre. Et si tu veux, on peut même passer prendre tes affaires et que tu viennes dormir chez moi si ça te rassure. Évidemment, il n'y a rien d'obligatoire, c'est uniquement si ça te fait du bien et si ça te rassure d'être avec moi. Elle accepte avec plaisir, les deux sortent du magasin, ils verrouillent la porte et en se retournant, lorsqu'ils marchent en direction de la voiture, juste à quelques mètres du véhicule, il y a une pancarte qui est retournée par terre. Là, les deux amoureux se regardent, ils se disent est-ce que c'est une pancarte traditionnelle, mais Max à ce moment-là il a une mauvaise intuition, enfin il a un feeling qui lui dit prends cette pancarte et regarde ce qu'il y a dessus. C'est exactement ce qu'il fait. Il se baisse, il ramasse la pancarte, il la retourne et il reconnaît très vite l'écriture qu'il y avait sur la pancarte de la veille, donc celle que le clown tenait, sauf que cette fois-ci il n'est pas écrit la même chose, il est écrit je t'avais pourtant dit qu'il ne fallait pas regarder. Après avoir lu ça, il regarde sa copine, les deux ne comprennent pas, mais soudainement, ils entendent un bruit juste colossal autour d'eux. Il y a 3 personnes qui surgissent de derrière les poubelles, qui se mettent à frapper Max. Sa copine essaye de le protéger, mais malheureusement, elle se prend un coup de poing. Ça la sonne pendant quelques secondes, mais c'est assez long pour que les mecs puissent s'emporter Max avec eux. À ce moment-là, elle arrive à reprendre ses esprits, elle court après les mecs qui sont en train de tenir Max. Sauf que là, l'un d'entre eux lâche Max, il sort un flingue de sa poche, il le pointe vers elle, et il lui dit en gros, t'avances encore d'un pas, c'est fini pour toi. Là, la copine ne peut juste rien faire, elle s'arrête net, elle est figée, elle est pétrifiée. Et imaginez le sentiment de voir la personne que vous aimez, en plus, c'est leur premier soir ensemble, de voir être emporté par des gens et on ne connaît pas l'issue, ça doit juste être le pire sentiment au monde. À ce moment-là, une fois qu'elle voit que les mecs sont partis assez loin, elle prend son téléphone, elle appelle immédiatement la police, et malheureusement, ceux-ci mettent un petit peu trop de temps à arriver. Ce soir-là, à la fin de son service, c'était la dernière fois que la femme a vu Max. Parce que oui, Max n'a jamais été retrouvé vivant. À partir de ce soir-là, c'est une enquête de plusieurs semaines qui a commencé. Et attention mes amis, si jamais vous êtes sensibles, n'écoutez peut-être pas ce que je vais vous dire, mais l'enquête s'est terminée lorsque la police a mis la main sur une poubelle dans laquelle se trouvaient, si je peux dire, plusieurs parties de Max. Je ne vais pas aller dans les détails, je ne vais pas vous faire de dessin, vous l'aurez peut-être compris. Ces personnes-là ont ôté la vie de Max, pour quelle raison, on en a juste aucune idée. Et le pire, c'est que nous, on n'en a aucune idée, mais sa copine n'a aucune idée non plus, sa famille non plus, l'ensemble de ses proches non plus. On ne sait pas s'il faisait partie peut-être d'un réseau et que c'est un règlement de compte, si c'est juste un assassinat extrêmement brutal. Vraiment, on en a aucune idée de ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça, enfin bref, on ne sait pas. Et depuis le début, je vous raconte cette histoire comme si c'est Max qui la racontait, sauf que non, ce n'est pas lui qui la raconte, c'est sa copine. Parce qu'en fait, elle et la police, ils se sont basés sur son petit journal intime pour reconstruire les faits. Et le dernier soir, vu que malheureusement elle a absolument tout vécu jusqu'à la fin avec lui, c'est elle qui a pu le raconter. Avec ce qu'elle a vu de ses propres yeux, et ça doit juste être terrifiant. Imaginez-vous, il se disait à ce moment-là, mais trop bien, on s'est trouvés, on est enfin ensemble, on s'aime, c'est le premier soir où on est ensemble,
Et finalement, il s'est avéré que c'était le dernier. En plus, c'est pas qu'il disparaît comme ça par magie, c'est qu'on le retrouve plusieurs semaines après dans une poubelle. Enfin, je préfère ne pas imaginer ce que ça doit faire quand on vit une telle histoire. En tout cas, la seule chose qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui sa copine ne s'en est pas remise. Et j'ai envie de dire, comment voulez-vous remettre d'une telle histoire? Enfin, c'est juste inhumain. Après, mes amis, je tiens quand même toujours à dire, dans ce genre d'histoire, prenez toujours avec des pincettes, on se base sur des histoires qu'on trouve sur internet. Autant vous que moi, on peut aller sur un forum, écrire une histoire hyper glauque qu'on a vécue alors qu'on ne l'a jamais vécue. On était juste sur notre canapé en train de jouer à Fortnite et il n'y a pas de vérification. Statistiquement, il y a des probabilités qu'une telle histoire se soit déjà passée dans le monde. Est-ce que la personne s'appelait bien Max? Est-ce que c'était les mêmes détails? On ne le saura jamais. Donc si jamais, prenez cette histoire avec des pincettes, peut-être qu'elle est totalement inventée. Peut-être même que c'est l'un d'entre vous qui est allé sur un forum qui l'a écrite. On ne saura jamais. C'est mieux de se dire ça plutôt que de se dire qu'il y a des cinglés qui vivent dans ce monde. C'est plus rassurant. En tout cas, c'est le cas pour moi. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'elle s'est finie tragiquement. Du moins, j'espère que je l'ai racontée de façon à ce qu'elle vous plaise. En tout cas, moi, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, vous louperez aucune vidéo et j'espère que les prochaines vont vous plaire. Si celle-ci, ça a été le cas, normalement les prochaines, j'imagine que ce sera le cas aussi. À ce moment-là de sa vie, pour Cathy, tout va pour le mieux. On a l'habitude maintenant sur les histoires, généralement les personnages vont bien au début, et petit à petit, ça commence un petit peu à tourner au vinaigre. Vous allez voir, cette histoire n'échappe pas à la règle. Cathy, pendant cette période, elle nous raconte qu'elle est sur le point de terminer ses études, plus particulièrement un master en sciences sociales. Donc tout ce qui est interaction humaine, sciences sociales, etc., elle s'y connaît. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Vous allez voir. Et niveau social, eh bien, elle nous raconte que tout va pour le mieux. Elle a son groupe de potes favoris avec qui elle sort tous les week-ends. Ça lui arrive même de partir en vacances, de partir en week-end avec certains membres du groupe. Donc à ce moment-là, elle nous dit que c'est tout simplement une femme comblée. C'est trop cool et nous, ben, on espère que ça dure. Il y a un minuscule détail que Cathy nous raconte, c'est que niveau relations amoureuses, c'est pas toujours la folie. Ces derniers temps, elle nous raconte qu'elle s'est inscrite sur une application de rencontres, même plusieurs à la fois, et qu'elle a pas mal de rendez-vous. Bon, jusque-là, les rendez-vous n'ont pas donné grand-chose. C'était souvent des conversations très légère, sans profondeur, et ça, Cathy, ça l'intéresse pas. Elle, ce qui l'intéresse, c'est vraiment d'avoir une connexion émotionnelle avec la personne, de pouvoir discuter de sujets passionnants et assez profonds. Et jusqu'à maintenant, bah, malheureusement, elle n'a pu le faire avec personne. Mais bon, elle ne perd pas espoir, Cathy, elle est sûre et certaine qu'elle va trouver l'amour de sa vie sur cette application. Et vous allez voir, elle a peut-être raison, ou pas du tout. On est un fameux jour où Cathy se rend à un date, elle nous raconte que ça se passe pas très bien. Alors le mec est super sympa, mais elle se sent pas du tout à l'aise. À la fin du date, le garçon veut la raccompagner chez elle, elle lui met un petit stop, elle lui dit écoute, j'habite pas si loin que ça, je vais me débrouiller, c'est très gentil. Elle rentre chez elle, et la première chose qu'elle fait en arrivant sur son lit, c'est de sortir son téléphone et d'appeler sa meilleure amie. Là elle lui dit écoute, tu sais le date dont je te parlais aujourd'hui, ça s'est pas très bien passé, alors le gars est cool, mais franchement, je me faisais chier. Et je remarque déjà que ça fait ça depuis plusieurs rendez-vous, donc je pense que là, les applications de rencontre pour moi, c'est terminé. Vas-y, je les désinstalle toutes et j'en parle plus. Bon, bah sa meilleure amie, à ce moment-là, voulait qu'elle dise quoi? Elle lui dit pas grand-chose, elle lui dit, bah... ok, force à toi, tu trouveras quelqu'un dans la vraie vie et ça va être encore plus beau. Bref, leur conversation dure pendant encore de longues minutes et c'est vers 2 h du matin que notre amie Cathy finit par s'endormir. L'histoire reprend quelques mois plus tard, lorsque Cathy s'apprête à partir en vacances avec ses copines. Elles sont un petit groupe de 3 et une fois arrivées sur place, eh bien, elles commencent à discuter de tout et de rien. Tour à tour, chacune update les 2 autres sur sa vie et vient au tour de Cathy. Cathy leur dit, bah pour moi tout va pour le mieux, les études je suis sur le point de terminer et d'ailleurs je vais réussir. Par contre, niveau relations amoureuses, franchement, c'est le néant, c'est une catastrophe. Et il y en a une, à ce moment-là, qui lui dit, mais tu sais, la dernière fois, t'as eu une mauvaise expérience avec les applications de rencontres. Je pense que là, t'as fait quelques mois sans. Il est temps de retourner sur ces applications, et cette fois-ci, de trouver l'amour. Là, dans la tête de Cathy, elle se dit, bon, j'ai déjà essayé, pourquoi pas redonner une chance à ces applications? C'est exactement ce qu'elle fait en rentrant en France. La première chose qu'elle fait lorsqu'elle arrive sur le territoire français à l'aéroport, et qu'elle capte le réseau, c'est de réinstaller 3 applications de rencontre. Dès le lendemain soir, notre amie Cathy est en date avec un garçon, sauf que malheureusement, ça se passe de nouveau pas bien. Elle s'emmerde pendant le date, et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est que le gars... il est assez bizarre. Il fait plein de blagues lourdes, il a un regard assez vicieux, enfin... elle a vraiment un mauvais feeling avec ce gars. Et évidemment, arrive la fin du repas, le garçon dit à Cathy, tu veux qu'on fasse quoi maintenant? C'est un moment un petit peu gênant pour notre amie, parce qu'elle lui dit... bah écoute, rien, je vais rentrer à la maison, merci beaucoup pour ce moment, et puis bah... je te recontacte ou pas très vite. N'importe qui aurait, je pense, compris le message à ce moment-là, il lui aurait dit, bah écoute, merci pour la soirée, c'était vachement cool, bonne soirée. Sauf que, ce n'est pas le cas de ce garçon, il commence un petit peu à insister pour la raccompagner chez elle. Bon, vu la pression que le garçon met,
Cathy, elle refuse pas trop. Elle finit par dire « Ok, tu peux me raccompagner, mais jusqu'à la rue, comme ça, je rentre après chez moi tranquille. » Mais ça change pas qu'elle est mal à l'aise. Elle se sent pas bien du tout, elle a même pas envie de rentrer avec ce gars. Enfin, même qu'il la raccompagne dans la rue. Mais elle sent que si elle continue à dire non, le gars, il va vite s'énerver et on ne sait pas ce qui peut se passer. Et vous allez voir, Cathy, elle va faire quelque chose qui est extrêmement malin. Enfin, c'est pas forcément malin parce que c'est le fruit du hasard. À un moment, ça fait 5 minutes qu'ils sont en train de marcher en direction de chez Cathy. Ils passent à côté d'une terrasse et quelqu'un les interpelle. Ce quelqu'un, il dit « Hey, Cathy, on est là !» Lorsqu'elle tourne la tête, elle est soulagée comme jamais parce que c'est tout simplement son groupe de meilleurs potes. Là, ils lui disent « Bah écoute, viens boire un petit coup avec nous, on est tranquille, on passe une bonne soirée. » Et le moment malaise, c'est que le mec dit à Cathy « Franchement, on peut aller s'asseoir avec eux et boire un coup. » Là, elle dit « Écoute, je pense que tu l'as compris, enfin apparemment pas, mais j'imagine que c'était assez clair. Je ne vais pas donner suite à d'autres rendez-vous. Là, je vais rejoindre mes potes et chacun fait sa life de son coin. » Le gars continue de forcer, il lui dit non, on va boire un verre avec eux, comme ça je peux les rencontrer et discuter avec eux. Et c'est à ce moment-là précis qu'une des membres du groupe s'approche vers eux et elle dit à Cathy « Il y a un truc qui se passe, pourquoi tu viens pas? Je vois qu'il te prend la tête. » Et là, Cathy, elle fait le bon move, elle dit à sa pote « Ouais, je crois que je lui ai expliqué que je voulais pas donner suite à notre rendez-vous, est-ce que tu peux peut-être lui expliquer toi aussi ?» Et là, la pote explique au gars que franchement, il faut qu'il dégage parce qu'il est en train de casser les couilles à tout le monde. Et lorsqu'il part, le mec, il ne dit rien, on voit qu'il est très en colère, qu'il serre les poings et tout, enfin comme s'il allait mettre une baffe à absolument tout le monde. Mais heureusement, il prend ses clics et ses claques, et il se barre. Bon, Cathy, à ce moment-là, elle termine la soirée avec ses potes, elle nous raconte que tout va bien, ils s'amusent beaucoup, mais à l'intérieur, elle a quand même une sorte de boule au ventre, un mauvais pressentiment, elle se dit... Je sais pas, je me sens mal par rapport à cette histoire, parce que le gars, il était vraiment chelou de A à Z, mais bon, assez vite, avec les quelques verres qu'elle s'enfile et avec ses potes, elle commence légèrement à oublier cette histoire, mais... elle la garde quand même dans un tout petit coin de sa tête. À un moment de la soirée, elle dit même à sa pote « Putain, franchement, heureusement que vous étiez là, parce que sinon, ce gars, il allait me raccompagner dans ma rue, il saurait où j'habite approximativement. Donc merci de m'avoir mis sur votre chemin et que je puisse venir boire ce verre avec vous. » Enfin, ce verre... d'après ce que j'ai compris, il y en a eu quelques-uns. Il y en a tellement eu d'ailleurs qu'elle ne se souvient plus du tout de la fin de soirée. Petite mise en garde, mes amis, attention à ne pas trop boire parce que ça peut vite être dangereux. C'est à consommer avec modération de temps en temps. Et alors surtout, il y a une règle, si malheureusement vous venez à trop boire ou même boire un tout petit peu, si j'en aperçois un qui prend la voiture après ça, je viens sur place en personne, je vous passe les menottes et je vous fous tout droit en prison. On a déjà tellement de chance d'être en vie, ça serait con de finir dans un poteau ou dans un mur avec une voiture encastrée. Donc s'il vous plaît, attention à vous et ne conduisez pas quand vous avez bu. Vous prenez le bus, vous allez en courant, vous prenez un cheval, vous allez à ski ou j'en sais rien, mais vous ne prenez pas le volant. Est-ce que j'ai été clair ? J'en ai bien l'impression. À partir de ce moment-là, c'est plusieurs semaines qui se passent sans que rien ne se passe, si ce n'est des sorties avec ses amis, de la fête, etc. Cathy, elle a complètement oublié cette histoire de date qui a pas mal tourné, mais pas loin. Par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'à partir de là, elle a supprimé toutes les applications de rencontre et qu'elle n'est pas prête d'y retourner. Un fameux jour, Cathy se rend à l'école lorsqu'au milieu de la journée, elle reçoit un SMS. Ce SMS, il y a un avant et un après. C'est tout simplement sa mère qui va lui annoncer une tragique nouvelle. Cette tragique nouvelle, c'est quelque chose à laquelle elle était préparée mais qu'elle avait un peu oublié, ou du moins mis de côté, elle n'y pensait pas activement. C'est malheureusement le décès de sa grand-maman des suites d'une maladie. Et déjà, le fait que ce soit un membre de sa famille, sa grand-maman, ça l'anéantit. Mais ce qui est encore pire pour Cathy, c'est qu'elle avait vraiment une relation très fusionnelle avec elle. Enfin, c'était un peu, même pas forcément qu'un peu, c'était complètement sa deuxième maman. Dès qu'elle était toute petite, elle passait des semaines et des semaines chez elle, donc là, de la voir partir, ça l'anéantit. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle l'apprend au milieu d'une leçon de maths. Déjà que les maths, ça a chier, enfin... personnellement, je trouve ça à chier, désolé, peut-être qu'il y en a qui adorent ça. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec cette matière. Donc, on fait des maths et on apprend une tragique nouvelle comme ça. C'est franchement pas la meilleure journée. Bon, bien évidemment, pendant l'après-midi, Cathy, elle est complètement ailleurs, elle n'arrive pas à se concentrer sur les cours. Elle a qu'une hâte, c'est de partir de l'école, de prendre le bus et de rentrer chez elle. C'est exactement ce qu'il se passe. Vers 19h, elle arrive enfin à la maison. Et pour couronner le tout, comme si c'était pas déjà assez une journée de merde, il pleut et on est en fin d'année. En fin d'année, qui dit les mois d'octobre, novembre et compagnie, il fait tout gris dehors, à 16h30 il fait nuit, donc son moral à ce moment-là, il est juste sous terre. Arrivée chez elle, Cathy se pose sur le canapé, elle scrolle les réseaux sociaux. Là, comme n'importe qui d'entre nous, Cathy, elle a aucune envie de faire à manger, elle se dit mais je vais commander parce que sinon je ne mange pas. Elle prend son téléphone, elle appelle la pizzeria la plus proche, elle passe commande et elle raccroche. En attendant, elle va prendre une petite douche histoire d'être prête et de ne rien avoir d'autre à faire que de manger sa pizza.
pizza, de se poser sur son canapé et de se laisser mourir devant un film. À un moment, lorsqu'elle est dans sa cabine de douche, il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur. C'est une toute petite fenêtre, vraiment un tout petit rectangle. Cathy tourne la tête et elle voit comme une sorte d'ombre passer devant. Bon, il n'y a pas vraiment de doute. Dans sa tête, elle se dit c'est le vent qui vient de faire passer une feuille, ou des feuilles parce que dehors c'est juste la tempête. Elle continue sa douche, elle sort, elle se met en pyjama, et à peine sortie de la salle de bain, quelqu'un sonne à la porte. Trop cool, c'est sa pizza qui est arrivée. Cathy se rend à la porte d'entrée. Elle prend les clés, elle déverrouille la porte, et en ouvrant, elle saisit la pizza, elle sort l'argent de sa poche, et lorsqu'elle regarde attentivement la personne qui est en face d'elle, elle se décompose. À ce moment-là, elle a une boule au ventre, le livreur, elle le connaît très très bien. Il s'agit ni plus ni moins du garçon avec qui elle a fait un date qui ne s'est pas très bien passé. Donc le fameux gars qui voulait la raccompagner chez elle et ensuite aller boire un verre avec ses potes alors qu'elle lui a dit non. Là, Cathy, pendant quelques millisecondes, elle se fige, elle ne bouge plus, elle ne dit rien, il y a sa bouche qui est à la limite ouverte, elle ne sait pas quoi faire, elle est paralysée, elle est terrifiée, et le premier réflexe qu'elle a, et bon j'ai envie de dire c'est le bon, c'est de prendre la porte, de la fermer brutalement, et de verrouiller. Après avoir verrouillé la porte, elle reste tout droite derrière elle. De nouveau, elle a l'impression de ne pas pouvoir bouger. Au bout de quelques secondes, ça se débloque parce que la personne derrière la porte, donc le gars, pose la main sur la poignée et commence à essayer d'ouvrir. Là, Cathy ne sait pas quoi faire. Elle décide d'éteindre la lumière. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est un réflexe que moi j'aurais probablement eu. Elle court au salon sur le canapé, prendre son téléphone. Mais dites-vous qu'à ce moment-là, elle a tellement peur et elle est tellement dans la panique qu'elle n'arrive même plus à faire son code. Et ça dure pendant des secondes qui semblent être une éternité, tout en entendant la poignée de sa porte d'entrée qui est en train d'être baissée et que le gars semble être extrêmement violent derrière la porte. Donc c'est simple, si le mec arrive à entrer, pour Cathy, c'est le début des emmerdes. À un moment, elle décide de rallumer la lumière du salon, lorsque tout à coup, la poignée arrête d'être baissée. C'est comme si le gars avait arrêté et était parti de l'immeuble. Elle se pose sur son canapé, elle déverrouille son téléphone, cette fois-ci elle arrive à faire le code. Pendant 1 minute, elle réfléchit à est-ce qu'elle appelle ses parents, est-ce qu'elle appelle sa meilleure pote qui habite pas loin, ou la police. Spoil, quand il y a une situation comme ça qui arrive, n'appelez pas vos parents, votre meilleur pote, vous appelez les flics immédiatement. Mais les choses vont prendre une tournure absolument cauchemardesque lorsqu'elle est sur son téléphone et que toute l'électricité dans son appartement se coupe. Cathy, elle vit au rez-de-chaussée d'un grand immeuble, et là elle comprend très vite que l'électricité vient d'être coupée, pas pour son appartement, mais pour tout l'immeuble, et que là, la seule source d'électricité et la seule source de lumière qu'elle a, c'est l'écran de son téléphone et la lampe de poche de celui-ci. Là, je vous raconte pas à quel point notre amie Cathy est en sueur, à quel point elle est pétrifiée et terrorisée. Il y a carrément une larme qui lui coule sur le côté tellement elle en peut plus. Et à nouveau, elle panique tellement qu'elle a de la peine à composer le numéro de la police. Heureusement, elle arrive enfin à le faire, à les appeler, mais au moment où ceux-ci répondent, elle commence une phrase et au même moment, elle voit à travers sa baie vitrée une ombre qui passe en marchant. Si elle voit une ombre, c'est qu'il n'y a pas 36 000 endroits où elle peut être, c'est tout simplement qu'il y a quelqu'un qui est en train de marcher sur sa terrasse. À nouveau, elle est tellement terrorisée qu'elle n'arrive pas à prononcer une phrase, il n'y a rien qui sort de sa bouche. La policière à l'autre bout du fil lui dit « Bonjour, pouvez-vous parler s'il vous plaît ?» Heureusement, Cathy arrive vite fait à émettre quelques sons et la policière comprend très vite que la personne à l'autre bout du fil est complètement paniquée, qu'elle est terrorisée, qu'elle ne peut pas parler. Qui dit une personne qui ne peut pas parler dit une personne en extrême urgence et en potentiel danger. Donc la policière va avoir un très bon réflexe, elle va réussir à localiser le téléphone de Cathy et envoyer une patrouille extrêmement vite. Mais à ce moment-là, on pourrait se dire que la police va arriver donc tout est fini. Non, non, non. Il y a de très très longues minutes à patienter, et pendant ces très longues minutes, il y a une règle, c'est que cet homme ne puisse pas rentrer dans l'appartement. Cathy, à ce moment-là, elle réfléchit tout simplement à est-ce qu'elle va aller s'enfermer dans la salle de bain, et lorsqu'elle y pense, elle se dit mais non en fait, il y a une fenêtre dans la salle de bain, rien n'empêche le mec de venir la casser, d'entrer, et là c'est terminé pour moi. Elle décide donc d'aller se cacher dans le placard à balai, qui est un local ou un placard très très petit, mais au moins il n'y a pas d'accès sur l'extérieur, donc elle est plus ou moins en sécurité. En plus de ça, elle peut le verrouiller de l'intérieur, donc on espère que ça passe. C'est exactement ce qu'elle fait, et à partir de là, elle attend pendant plusieurs minutes. Il y a un silence de mort qui règne dans l'appartement et d'ailleurs dans tout l'immeuble. Elle entend le moindre cœur qui bat ou le moindre souffle dans l'appartement et heureusement, pour l'instant, elle n'entend rien. Elle reste en alerte pendant plusieurs minutes lorsqu'à un moment, elle entend à l'extérieur de l'immeuble les sirènes des voitures de police et là, elle commence à se dire que encore quelques minutes et tout cela sera derrière. Mais quelques secondes plus tard, au moment où la sonnette de chez elle retentit, elle hésite énormément. Elle se dit:
est-ce que c'est pas un coup du mec pour me faire ouvrir la porte? Est-ce que c'est réellement des policiers? C'est qui tout double? On mise tout sur la chance, elle sort du placard, elle va ouvrir la porte d'entrée, et là c'est le soulagement juste absolu. Il s'agit bel et bien de deux policiers qui sont là et qui essayent tant bien que mal de la rassurer. Ils prennent le temps de discuter avec elle, de lui dire qu'il faut porter plainte pour qu'ils puissent mener une enquête. Mais l'enquête va être menée assez rapidement, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que vous vous en doutez, mais ça vaut quand même quelques explications. Et au bout de plusieurs dizaines de minutes, les policiers repartent au travail. Et là, notre amie Cathy se retrouve toute seule. Toute seule à moitié, parce que quand il y avait les policiers, elle a appelé sa meilleure pote et lui a dit il faut absolument que tu m'héberges. C'est hors de question que je reste dans cet appartement en sachant qu'il y a ce fou en liberté. Heureusement, sa meilleure amie l'accepte avec grand plaisir chez elle, c'est quelqu'un en or. Et à partir de là, notre amie est saine et sauve et en sécurité. Bon, comme je vous l'ai dit avant, l'enquête, elle n'a pas duré très long. Pourquoi ? Tout simplement parce que les policiers savent exactement le lieu de travail de cet individu. Il y a plusieurs éléments qui permettent de prouver que c'est lui, déjà son profil sur les applications de rencontres. Parce que oui, Cathy a eu une conversation avec lui sur l'application, donc ils ont pu le remonter. Et la chose la plus évidente, c'est qu'ils savent exactement où il travaille. Donc dès le lendemain, la personne a été interpellée, elle a été jugée. Et ce qui est extrêmement grave, c'est que le gars est passé devant plusieurs médecins. Et il y en a un parmi eux qui a alerté les autorités par rapport à la dangerosité de cet individu, parce que ce mec a dit que par amour pour Cathy, il aurait été prêt à absolument tout. Ces deux mots, absolument tout, veulent tout dire. Je préfère ne pas penser à ce qui se serait passé, peut-être que Cathy ne serait plus là pour raconter cette histoire, si le mec avait pu s'introduire chez elle ou je ne sais quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce mec n'est pas prêt de ressortir. Cathy, elle est en sécurité et en pleine forme. Cette histoire s'est passée il y a quelques années, aujourd'hui elle va beaucoup mieux. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que les applications de rencontres et même les dates dans la vraie vie, ça, c'est terminé. On espère quand même qu'un jour elle rencontrera des bonnes personnes, mais pour être honnête, moi je vois aussi des choses sur les applications de rencontres qui sont assez particulières, et encore, je pense que quand on a une femme, on voit des choses bien pires. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, il y a des personnes en or qui existent, ça court pas les rues, mais ça existe. Il ne faut juste pas perdre espoir, mais je vous comprends tout à fait si ça vous arrive. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. En tout cas, si jamais une situation comme ça vous arrive, alors déjà, la première chose que je vous demanderais, c'est d'avertir une personne proche quand vous allez à un date. C'est souvent des meilleurs amis ou même la famille, des frères et sœurs, etc. Comme ça, pendant le date, si jamais vous sentez que ça se passe mal, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait un truc chelou, si jamais vous avez un mauvais pressentiment, vous écrivez vite fait un message à cette personne, vous lui dites auparavant que si vous lui écrivez un message pendant le date, il faut absolument qu'elle vous appelle, en vous proposant d'aller la rejoindre, etc. Comme ça, vous avez une excuse pour vous barrer, et je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'envoyer sa localisation en direct à sa pote, ou sa famille, pour comme ça, avoir quelqu'un, pas trop loin, qui peut intervenir. Cette histoire, mes amis, c'est celle de Marie. Alors, à ce moment-là de sa vie, Marie, il y a tout qui va bien pour elle. Niveau social, tout va bien. Niveau études, ça va également. Niveau santé, on est bien. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? D'ailleurs, à cette époque, ça va particulièrement bien. Pourquoi? Parce qu'on arrive à la fin de l'année, et qui dit fin d'année, dit vacances de Noël. Et je pense que vous le savez, si vous êtes en études, les vacances de Noël, c'est des vacances qui sont assez attendues, parce que généralement, le début du semestre, il est assez compliqué. En tout cas, ça a été le cas pour moi, et je vous cache pas que les 2 semaines de vacances en décembre, elles sont assez cool. Et bien là, notre amie Marie, elle est exactement dans le même cas que moi. Sauf que moi, c'était il y a 1 ou 2 ans. Un fameux jour, notre amie rentre à la maison, elle se pose dans son lit. Et à un moment, eh bien, ses parents l'appellent pour aller dîner. Durant le repas, ils échangent un petit peu et ses parents vont lui poser une question et lui demandent « Et toi Marie, est-ce que t'as prévu quelque chose pour ces 2 semaines ?» Marie, elle leur dit « Non, à part des révisions, je n'ai pas grand chose à faire, mais... » C'est vrai que là, je commence un petit peu à en avoir marre, j'ai besoin de souffler, de prendre un petit peu de temps pour moi et surtout de découvrir de nouvelles choses. Pendant 2 ou 3 jours, pas plus, mais juste de pouvoir décompresser. Ses parents lui disent, ben écoute, si tu veux venir avec nous, parce que nous on va partir 1 semaine à l'étranger, pourquoi pas, mais ça fait un peu long. Ou alors, je sais pas, propose à ta meilleure amie, si vous pouvez partir quelques jours ensemble, ça vous ferait peut-être du bien de pouvoir échanger et de prendre du temps pour vous. Et lorsque ses parents lui disent ça, Marie, elle a une sorte de petit déclic dans sa tête, elle a une idée. Elle dit effectivement 1 semaine, ça risque d'être un petit peu long, sachant que j'en ai que 2 et c'est de base fait pour des révisions. Mais l'idée de contacter ma meilleure pote pour lui demander si on peut partir ensemble, elle est pas si mauvaise. À la fin du repas, elle débarrasse son assiette, elle remonte dans sa chambre, et là, la première chose qu'elle fait, c'est d'écrire à sa meilleure pote. Son amie, elle est pas trop message, elle lui dit écoute, je t'appelle dans 5 minutes, on en discute de vive voix, ce sera peut-être un petit peu plus simple. Mais sur le principe, je suis super chaud. Bon, bah trop cool, ça veut probablement dire que Marie, pendant ses semaines de vacances, elle ne va pas rien faire. Elles vont pouvoir partir ensemble et ça risque d'être assez cool. Mais bon, d'abord, elles doivent s'appeler. 5 minutes plus tard, la sonnerie du téléphone retentit, c'est sa pote. Et là, c'est une conversation de 3 heures qui démarre. Parce que oui, avant d'organiser les vacances, les 2 amis se racontent toute leur vie, tout ce qui s'est passé les 6 derniers mois. Et ça prend un petit peu de temps. Arrive enfin
le moment où les deux amies vont discuter de ce qu'elles vont faire pendant ces 3 jours. Elles ont un petit peu les mêmes centres d'intérêt, c'est tout ce qui est randonnée, découverte. Donc, normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Marie propose d'ailleurs à sa pote, est-ce que ça te dirait d'aller un petit peu en montagne, profiter, prendre un peu de l'air frais, avant d'attaquer cette dernière ligne droite avant les examens? Ça peut que nous faire du bien. Étant donné que sa pote est également en études, mais pas dans la même branche, elle accepte. Et il y a une chose à laquelle pense Marie à ce moment-là, elle se dit, mais attends, en fait, la montagne, c'est excellent pour l'une de mes passions. Parce que oui, tu te souviens, je t'avais parlé que moi j'adorais tout ce qui était l'astronomie, les étoiles, les planètes. En plus, j'aime bien faire un petit peu de photos. Et quand je m'étais renseigné sur comment prendre des photos en étoiles, apparemment, plusieurs sites disaient qu'il ne fallait aucune lumière. Et quand on parle de lumière, ça peut être un lampadaire ou carrément la pollution lumineuse qu'il y a au-dessus des villes. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est la pollution lumineuse, c'est en fait toute la, entre guillemets, la pollution que dégage une ville qui est éclairée. Si vous regardez à la campagne, quand vous regardez en direction d'une ville, vous verrez comme une sorte de bulle autour qui est assez éclairée, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Et justement, en montagne, elle n'est pas présente parce qu'il y a très peu d'habitations, c'est la nature. Et c'est ça qui fait de ce genre d'endroits des endroits très propices pour prendre des photos d'étoiles, parce qu'on arrive vraiment bien à les distinguer et à les capturer. Bon, j'ai envie de dire toutes les conditions sont réunies pour que les deux amies partent. Elles continuent de discuter pendant une petite heure, et à la fin, Marie raccroche. Elle va se doucher, elle se prépare pour aller au lit, et au bout de quelques heures, elle finit par s'endormir. Jusque-là, j'ai envie de dire, tout va pour le mieux, l'histoire reprend le fameux jour où les deux amies partent en vacances. Bon, déjà à ce moment-là, elles en ont les deux un petit peu marre franchement de l'école parce que ça a été des jours assez intenses. Et là, elles peuvent enfin décompresser, mais ça va prendre quelques jours. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vers 15h, sa pote vienne la chercher en voiture chez elle, qu'elle monte dedans et on se barre. C'est exactement ce qui se passe. En fin d'après-midi, sa pote arrive. Par contre, le trajet qui les sépare de là où elles vont aller en vacances, il est de 3 heures. Mais bon, quand vous êtes en voiture avec votre meilleur pote, 3 heures, ça passe comme si c'était 15 minutes. Vous vous racontez votre vie, vous faites des blagues, vous discutez de sujets, tout et n'importe quoi. Et par chance, c'est exactement ce qui se produit avec Marie et sa pote. Arrivées sur place, elles rejoignent le petit hôtel qu'elles ont réservé. C'est un petit hôtel qui est vachement sympa. Il n'y a pas beaucoup de chambres, mais ça suffira largement pour le temps qu'elles vont rester. Une fois à la réception, elles prennent les clés, elles prennent l'ascenseur pour monter vers la chambre. Et là, elles installent toutes leurs affaires. La première soirée, Marie nous raconte que tout va pour le mieux. Elles ont principalement occupé le spa parce qu'elles en avaient bien besoin. Ensuite, elles sont allées au resto et franchement, c'était incroyable. Le lendemain, elles décident de se lever assez tôt pour aller se promener un petit peu dans les prairies, dans les montagnes et dans les forêts environnantes. Et durant la journée, elles planifient l'activité du soir. Marie dit à sa pote, écoute, ce soir j'aimerais bien qu'on ait essayé de prendre des étoiles en photo. Ça peut déjà être une activité incroyable à deux, mais ça peut vraiment donner super bien. Parce que comme je te l'ai expliqué l'autre jour au téléphone, on est dans un endroit où il n'y a pas ou très peu de pollution lumineuse, et c'est des conditions absolument idéales pour faire des photos d'astronomie. Sa pote est super partante, elle lui dit écoute, ce que je te propose c'est qu'on continue de marcher, on se promène aujourd'hui, et en fin d'après-midi, on rentre, on fait une petite sieste, ou du moins on se pose tranquille à l'hôtel, et on repart vers 22h, 23h, minuit, pour aller prendre ces fameuses photos d'étoiles. Parfait, c'est exactement ce qu'elles font pendant toute la journée. Elles marchent, quand elles arrivent à l'hôtel à la fin de la journée, elles sont juste KO. Elles vont se poser au spa tranquillement, et pendant ce temps, Marie elle est sur son téléphone en train de regarder des spots. Parce que oui, il faut quand même un endroit qui est assez dégagé, où il n'y a pas des arbres partout. Et sur Google Maps, elle trouve une sorte de petite prairie, un espèce de petit champ qui est entouré par une forêt. Mais c'est vachement plat, vachement dégagé, donc ça devrait faire l'affaire. Au bout d'un moment, elles retournent à la chambre, elles font une petite sieste pendant 2 heures. Une fois réveillées, elles vont manger un petit truc, elles prennent leurs affaires et elles filent tout droit vers le spot où elles vont prendre des photos. Il y a un petit détail qui a, je pense, son importance dans l'histoire, c'est que pour accéder à cette prairie, eh bien, logiquement, elles doivent traverser la forêt. Le seul petit souci, c'est que le matériel photo, il y en a beaucoup, ça pèse lourd, donc dans un sac à dos, c'est pas très agréable, mais malheureusement, les deux amies n'ont pas le choix. Marie prend son sac dans lequel il y a ses cartes mémoire, son appareil photo, le trépied, elle l'a à la main parce que ça rentre pas. Donc, ça fait qu'elle est un petit peu encombrée. Et vous allez voir, ça a sa grande importance dans l'histoire. Au bout de quelques dizaines de minutes de marche, les deux amies arrivent enfin à l'entrée de la forêt qu'elles doivent traverser. C'est une partie qu'elles aiment pas forcément parce qu'une forêt en pleine nuit, en pleine montagne, dans un endroit qui est un peu perdu, c'est pas le truc le plus rassurant au monde. En plus de ça, vu qu'on est dans la nature, il y a des bruits qui proviennent... Enfin, c'est assez space. Et surtout, vu qu'elles sont un peu chargées comme des chameaux, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que dans quelques minutes, elles seront au spot, elles vont poser le trépied, l'appareil photo, et faire clic clic clic, prendre les étoiles en photo. Les deux amies ne réfléchissent pas, elles s'aventurent dans la forêt, elles commencent à marcher. Et là, la meilleure pote de Marie, pour pimenter le tout, elle trouve rien de mieux que d'essayer de lui faire peur en lui racontant des histoires d'horreur. Un petit peu comme je vous fais là, sauf que moi l'idée, c'est pas forcément de vous faire très peur, c'est juste que vous passiez un bon moment. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si j'y arrive bien ou si je suis vraiment trop naze. C'est promis, je ne me vexerai pas. Les deux amies marchent lorsqu'à un moment, sa pote arrête de raconter des histoires d'horreur
Elle s'arrête, Marie la regarde et lui dit « mais tu fous quoi ?» Et là sa pote lui dit quelque chose qui va la faire un tout petit peu flipper. Elle lui dit « Marie, autant depuis avant je fais la maline, je te raconte des histoires d'horreur, etc. Mais là je rigole pas, j'arrête les blagues. T'as pas l'impression qu'on est observé? Je sais pas, je sens une sorte de pression, une sorte d'angoisse monter, comme s'il y a des gens qui nous regardent. » Marie lui dit « il me semble pas, ou alors il y a un lézard, un hibou, je ne sais quoi qui est en train de nous fixer, mais il me semble pas qu'on est observé. » Sa pote lui dit « ok, t'as peut-être raison, enfin t'as même sûrement raison. » On continue. Bon, elle continue de marcher, mais Marie, pendant ce temps, elle est là. Ok, bizarre ce qui vient de se passer. Lorsqu'à un moment, les deux amies s'arrêtent net, les deux en même temps, parce qu'elles ont entendu une sorte de bruit. Là, la première chose qu'elles font, c'est de se regarder dans les yeux. Je pense qu'elles ont compris ce qui s'était passé. Il n'y a pas forcément besoin de mots dans ce genre de situation pour comprendre l'autre. Elles se regardent, elles sont en mode... Ce bruit, c'était pas un animal. Elles regardent autour d'elles, elles ne voient rien, mais à un moment, Marie tapote l'épaule de sa pote. Elle lui dit « s'il te plaît, dis-moi que je ne suis pas folle, devant nous, il y a bien 2 points rouges. » Sa pote regarde et lui dit « oh putain, effectivement, devant nous, il y a des points rouges. » Et elles, au début, elles savent pas trop ce que c'est. La première idée qui leur vient en tête, c'est de se dire c'est des gens qui pointent un laser sur nous. Parce que pour elles, un point rouge, c'est forcément un laser. J'aurais pensé exactement la même chose, mais vous allez voir, c'est un tout petit peu différent. Lorsqu'elle regarde sur le côté, Marie aperçoit une autre paire de points rouges, et en même temps, sa pote, elle regarde de l'autre côté, et effectivement, il y a aussi 2 points rouges. Ça veut tout simplement dire qu'à ce moment-là, elles commencent à être entourées de points rouges, et elles n'en ont aucune idée de quoi il s'agit. L'ambiance devient extrêmement pesante lorsque l'un de ces points rouges se met à avancer, et lorsqu'il est en train d'avancer, Marie et sa pote distinguent très rapidement qu'il s'agit d'une silhouette, autrement dit, d'une personne. Et plus cette silhouette avance, plus Marie et sa pote voient à quel point c'est pas quelqu'un de normal. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a des habits complètement noirs avec une capuche. Et la chose la plus effrayante et la chose la plus bizarre et étrange qu'il y a, c'est que ses yeux, ils sont complètement rouges, c'est des points rouges qui brillent assez fort. Là, Marie, en quelques millisecondes, elle regarde sa pote, elle est limite en train de pleurer tellement elle a peur. Elle lui dit « mais attends, on n'a pas pris de substance un petit peu bizarre, enfin, je veux dire, on a toute notre tête, on a bien une personne qui a des yeux rouges devant nous. » Sa pote lui dit « ouais, t'inquiète pas qu'il a bien les yeux rouges. » Et lorsqu'elle regarde autour d'elle, c'est un groupe de personnes qui s'avancent vers elle, et toutes les personnes sont identiques, habits noirs, capuche, les yeux rouges. À ce moment-là, les deux amies sont complètement paralysées, elles sont juste pétrifiées au milieu de ce cercle de personnes. Heureusement, ils sont encore à une petite dizaine de mètres autour d'elles, mais ils commencent à se rapprocher assez dangereusement. Là, Marie dit à sa pote « putain, on fait quoi? On est plein à craquer, on a des sacs à dos super lourds avec les appareils, j'ai un trépied dans la main, ça peut être une arme, mais vu le nombre de personnes, on va pas pouvoir faire grand-chose. » Mais la situation va s'aggraver d'une façon assez inquiétante très rapidement. À un moment, la pote de Marie se met à hurler. Vraiment, elle hurle à la mort comme si elle venait de se faire arracher une jambe. Lorsque Marie lui dit « mais qu'est-ce qu'il y a ?» Sa pote est en train de se tenir la jambe. Elle lui dit « il y a un truc qui m'a touché et je t'assure, c'était pas un moustique. » Lorsqu'elle enlève sa main, elle voit qu'elle a une blessure. Et par terre, il y a quelque chose qui ressemble à un petit couteau. Là, les deux amies comprennent très vite. Elle vient de se prendre un couteau dans la jambe. Comment? On ne sait pas. Elles n'ont pas le temps de réfléchir. Marie prend sa pote. Elle lui dit on se barre en courant, on refait marche arrière. Et c'est exactement ce qui se passe. Marie saisit le bras de sa pote. Elle l'aide un petit peu à courir vu qu'elle vient de se faire planter un truc dans la jambe. Et les deux amies se mettent à courir. À un moment, elles ont réussi à créer une petite distance avec le groupe. Pendant qu'elles sont en train de courir, Marie a la brillante idée de regarder derrière elle. Et au loin, elle voit des petits yeux rouges qui sont en train de les suivre. Et elles comprennent vite que c'est plus une blague, c'est vraiment des gens qui leur veulent du mal. Pourquoi? On ne sait pas. Mais la seule chose qui compte à ce moment-là, c'est de se barrer. À un moment, elles arrivent vers une espèce d'intersection. Soit on part à droite, soit on part à gauche. Elles, à ce moment-là, elles ont une idée de génie. Elles se disent, on va pas partir à droite ou à gauche, on va aller tout droit. C'est exactement ce qu'elles font, elles foncent tout droit, et à un moment, elles se cachent derrière un énorme buisson. Et c'est même pas derrière, c'est carrément à l'intérieur du buisson, parce que au final, elles sont un petit peu blessées, parce qu'il y a plein d'épines, etc. Mais la douleur, c'est juste la dernière de leurs préoccupations à ce moment-là. Et le moment de vérité va arriver très très vite, lorsque le groupe de yeux rouges, on va les appeler comme ça, arrive à quelques mètres d'elles, donc au moment de l'intersection, et il y en a un qui dit « les gars, je pense qu'elles sont parties à gauche ». Un deuxième rétorque, il dit non, on va pas partir à gauche, on va partir à droite et à gauche. On fait 2 groupes, on se sépare et on les retrouve. Et là, le groupe se sépare bel et bien en 2. Et par miracle, ils ont été si cons qu'il n'y en a pas un qui s'est dit
on va quand même aller tout droit. Donc j'ai envie de dire, tant mieux pour elle, le groupe se sépare, à droite et à gauche, et ils continuent de marcher. Les deux amies, pour être sûres qu'elles sont bel et bien en sécurité, attendent une bonne dizaine de minutes, pour être sûres que ce soit pas un piège ou je ne sais quelle entourloupe, et à un moment, lorsqu'elles sont sûres et certaines qu'il n'y a personne autour d'elles, elles prennent le téléphone de Marie, elles appellent la police et elles leur disent bougez-vous, il faut absolument que vous envoyiez une patrouille, il y a des mecs super bizarres avec des yeux rouges, on ne sait pas si c'est des démons ou des vrais gens, mais a priori c'est des vraies personnes. Donc bougez-vous, envoyez toutes les patrouilles du village, de la ville, du pays ou je sais pas quoi, mais venez nous sauver. Là, l'attente est interminable. Les voitures n'arrivent pas, c'est qu'au bout de 30 minutes qu'elles aperçoivent une lumière et surtout les sirènes. À un moment, elles aperçoivent deux policiers avec une lampe de poche qui s'approchent d'elles. Sauf que vu qu'elles sont cachées dans le buisson, ils ne les ont pas vues. Et là, Marie, elle va crier, elle va indiquer aux policiers, nous sommes dans ce buisson, venez. Et à partir de ce moment-là, elles se sentent beaucoup plus en sécurité. Les policiers leur demandent ce qui s'est passé, concrètement qui étaient ces personnes, sauf que les deux amis n'en ont aucune idée. Ils les ramènent vers la voiture de police et là, ils décident tout simplement de les ramener à leur hôtel et ils leur donnent des instructions en mode ne bougez plus de cet hôtel, finissez votre petit séjour tranquillement et surtout, rentrez à la maison saine et sauve. Les photos d'astronomie, d'étoiles, de Jupiter ou je ne sais quoi, ça attendra un petit peu. Marie, elle a laissé son téléphone à la police parce que elle est juste traumatisée de cette histoire, elle a quand même envie de savoir ce qui s'est réellement passé, qui étaient ces personnes, ce qu'elle leur voulait. Et à ce moment-là, elles sont à l'hôtel, donc il est peut-être 3h du matin, il reste encore un jour sur place, donc les deux potes se disent écoute, on va essayer tant bien que mal de dormir cette nuit, et dès demain à 6h, on rentre chez nous et surtout, on se barre de là. C'est exactement ce qu'elles font, sauf que le petit détail, c'est qu'elles font une belle nuit blanche, et le lendemain, c'est pas un départ à 6h, c'est carrément à 5h. Elles arrivent chez elles arrivent à se poser tranquillement, à repasser dans leur tête tout ce qui vient de se passer ces derniers jours, et surtout, la veille, et à partir de là, on n'a plus vraiment de nouvelles. La seule information qu'on a, et j'ai envie de dire, c'est la plus importante, c'est qu'on sait qui étaient ces personnes, ce qu'elles leur voulaient, et vous allez voir, c'est extrêmement bizarre. Mes amis, les personnes qu'elles ont croisées dans la forêt et qui avaient ces fameux yeux rouges, alors déjà, première chose un peu rassurante, c'est que c'est bel et bien des personnes, c'est pas des extraterrestres, des démons ou je ne sais quoi, c'est un groupe de jeunes personnes qui ont entre 15 et 20 ans, qui sont de la région, et ces personnes ne leur souhaitaient aucun mal. Vous vous posez certainement une question à ce moment-là, laissez-moi le temps de vous expliquer. En fait, c'est un groupe de potes dont la seule mission est de faire peur aux promeneurs qui viennent s'aventurer en pleine forêt pendant la nuit. Ces groupes de personnes, ils ont la bonne idée d'avoir acheté des petites lampes qu'ils mettent ici, qui diffusent des points rouges comme si c'était un laser. Donc c'est pour ça que Marie et sa pote pensaient qu'ils avaient les yeux rouges parce que les lampes étaient situées juste ici. Et pourquoi est-ce qu'ils se donnent autant de mal à faire peur aux gens? Tout simplement, c'est pour filmer la situation et se l'envoyer dans un groupe WhatsApp avec plusieurs personnes de la ville. Pourquoi? Ne me demandez pas, peut-être que ça les fait rire, peut-être même un peu plus, enfin je sais pas. C'est leur truc, vraiment ça les fait kiffer, moi je trouve ça très bizarre. Mais bon, faut pas juger, chacun s'amuse comme il peut. Et maintenant, la question que vous vous posez, parce que moi je me la pose, c'est pourquoi est-ce que sa pote s'est pris un couteau en pleine jambe? Est-ce que c'était le fruit du hasard? Est-ce que c'était une entité paranormale qui lui a lancé dessus? Pas du tout. Et c'est là où c'est justement très bizarre, c'est qu'en fait, il y a un des membres du groupe qui, en fait, n'a pas compris la consigne de « on ne fait pas de mal aux gens, on veut juste leur faire peur », c'est que le gars, il a sorti un couteau, il l'a lancé et malheureusement, ça a tapé la jambe de sa pote. Heureusement, il ne s'est pas planté, par contre, ça lui a fait suffisamment mal pour que ça lui fasse mal pendant un moment. Et cette action, ça va mettre en péril absolument tout le groupe. Et j'ai envie de dire, c'est bien fait, ça leur apprendra à faire peur aux gens et à les mettre dans des états comme ça. Vu qu'un des membres du groupe a blessé volontairement la pote de Marie, ils ont été arrêtés pour tentative d'homicide volontaire. Parce que oui, les policiers ont estimé que lancer une lame sur quelqu'un, c'est pas pour lui caresser les cheveux ou lui faire du bien, mais au contraire, c'est pour lui faire beaucoup de mal. Et là, la seule info qu'on n'a pas, c'est de savoir si c'est uniquement la personne qui a lancé, parce qu'on ne sait pas exactement qui. En tout cas, moi, je ne sais pas qui. Eh bien, est-ce que tous les membres du groupe ont été inculpés avec ce chef d'accusation ? Je ne sais pas. J'imagine que non, mais après, pour retrouver le couteau, regarder les empreintes, etc., je ne sais pas si ça a été fait. Mais en tout cas, la chose que je sais, c'est que ce groupe, il est bel et bien dans la merde, et ça leur servira de leçon. Nous, de notre côté, on est content que Marie et sa pote, j'ai envie de dire, elles soient pas blessées physiquement. Oui et non, parce que sa pote a quand même reçu un choc à la jambe. Le seul truc, c'est qu'elles sont pas blessées physiquement, mais mentalement, parce que ça les a beaucoup traumatisées. Elles ont mis plusieurs mois à s'en remettre, et encore aujourd'hui, elles nous expliquent que la forêt la nuit, c'est impensable. Même le fait d'aller se promener toute seule en plein jour, elles sont pas à l'aise avec l'idée, et j'ai envie de dire, on comprend tout à fait. De notre côté, la chose qu'on peut leur souhaiter, c'est un prompt rétablissement, on espère que tout va bien aller pour elles par la suite, et que les personnes qui ont fait ça, elles soient bien punies, qu'elles aient bien compris leurs erreurs, parce que moi, ça me viendrait jamais à l'idée, enfin je veux dire, j'ai d'autres choses à foutre le week-end que de me dire, je vais aller mettre de lumière ici, et d'aller faire peur aux gens.